Bonjour à tous, bienvenue. Salut Flavie, salut Emilien, salut Quentin. Trop cool Salut. de vous retrouver. Salut. Euh, Salut. Bienvenue pour ce nouveau webinaire Folie Web. Je suis Camille, je fais partie de l'équipe des Folies Web. Je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver à 9h30 dépôt Trominé pour cette journée qu'on démarre ensemble, 100% dédiée aux indépendants, qui s'appelle donc Feu de camp. Bonjour à tous, merci de nous dire bonjour. Peut-être avant qu'on démarre et tout, est-ce que vous pouvez nous dire que le son, l'image, tout est OK, vous nous entendez, vous nous voyez, vous voyez les grands sourires et l'énergie dans les yeux des intervenantes et des intervenants qui sont là. Il y a un monde de dingue. Bravo, Ouais, mais j'ai les yeux trop qui bien. piquent parce qu'il y a trop de bonjours dans le chat, j'arrive pas à suivre. Et peut-être d'ailleurs, vous pouvez en profiter pour vous présenter aussi qui vous êtes, ce que vous faites, où est-ce que vous êtes basé. On parlait de nos localisations respectives à l'instant. Nous dire aussi peut-être où est-ce que vous en êtes, ce qui vous pose problème éventuellement, en tout cas ce qui est un frein, quel est le nœud que vous aimeriez détricoter, ce qui vous fait peur, ce que vous êtes venu chercher finalement dans ce webinaire. Ça aidera Flavie, Quentin et Emilien à ajuster peut-être les propos qu'ils vont tenir, les réponses qu'ils vont faire. Pour avoir des choses bien concrètes. Du coup, trop cool de vous recevoir, Quentin, Flavie, Emilien. Merci beaucoup de prendre du temps comme ça, partager votre expérience, votre expertise aussi sur les sujets qu'on va aborder. On va parler de comment est-ce qu'on devient freelance en 2025, ce qu'il faut savoir avant de se lancer, ce qu'il faut savoir avant de vous lancer. Donc Flavie Prévost, toi, tu es la créatrice du board, qui est un incubateur de solopreneurs. Je vous laisse créer alerte rouge, mais vous vous représenterez un petit peu plus juste après de toute façon. Mais Quentin, toi, tu es expert en mutuelle d'indépendants au sein de l'entreprise Alan. Et Emilien, tu es le cofondateur de Super Indep. A priori, tout a l'air de fonctionner. Vous avez des exemples de métiers à prendre éventuellement. Avant d'aller démarrer le webinaire, je vous présente juste le programme de la journée. Si vous n'êtes pas inscrit à toutes les tables rondes, il est encore temps de le faire. Franchement, c'est trop cool de recevoir des personnes qui prennent du temps comme ça pour vous apporter plein d'expériences, de conseils, de vous aider à vous projeter finalement et à vous dire c'est possible, oui, avec le sourire d'y aller en mode plein d'énergie et serein le plus possible. Donc un super programme pour Feu de camp aujourd'hui et je vous parle un moment juste des Folies Web. Donc en gros, on organise des événements qui sont gratuits à destination de toutes les petites entreprises, qui soient en présentiel dans les CCI, les CMA ou en ligne, comme on le fait aujourd'hui. Et l'idée, c'est vraiment de vous aider à réussir avec le numérique globalement. Donc de prendre du recul, déterminer quelles sont les opportunités qui existent et ensuite de vous aider à passer à l'action en identifiant la bonne solution. Donc l'idée, c'est pas autre chose aujourd'hui, c'est avec Quentin, Flavie, Emilien, que vous preniez du recul sur ces sujets du lancement et de décider quelles sont les bonnes solutions pour vous, quelles sont les prochaines étapes sur lesquelles avancer. Il y a peut-être des ateliers qui ont lieu en présentiel autour de chez vous. Si d'aventure, c'est la première fois que vous participez à nos webinaires, je vous mets le lien vers nos prochains événements. Vous pouvez vous inscrire. Encore une fois, c'est gratuit. Et puis, on est trop content de vous aider à passer à l'action, à prendre des décisions et à aller à la prochaine étape pour vous. Comme je vous le disais, les événements sont gratuits. Ça, c'est grâce à nos partenaires. Il y en a 2 co-organisateurs, le Point .fr et Neo Camino. Et aujourd'hui, plein d'autres partenaires trop chouettes dont vous découvrez les logos. Je vous dis juste un mot sur le Point .fr, qui est l'extension Internet française gérée par une association qui s'appelle l'AFNIC et qui est à but non lucratif, qui a vraiment cette vocation aussi à accompagner les pros à s'emparer du numérique et à prendre les bonnes décisions. Et NeoCamino, qui est une solution d'accompagnement, de développement pour des petites boîtes à réussir avec Internet, avec le numérique de façon durable. Donc Feu de camp, en gros, ce qu'on se disait, il y a plus d'1 million d'indépendants aujourd'hui en France. C'est une dynamique qui est comme ça globalement. Je pense qu'en 10 ans, il y a eu plus de 92% de création de personnes freelance indépendantes. L'idée, c'est de se rassembler, de s'entraider, de s'outiller. Et l'idée encore, c'est de voir ce qui, derrière la liberté, l'autonomie, le choix de ses missions, se cache et quelles sont les opportunités, quelles sont les implications aussi avec l'administratif, la prospection, la gestion du quotidien, toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'on a imaginé Feu de camp. Donc, il y a toute la journée. Encore une fois, l'idée, c'est d'être super concret, de vous partager du vécu. Vous avez des personnes qui ont été indépendantes, qui ne le sont plus forcément, mais qui accompagnent aussi et qui, en tout cas, qui font partie de cet écosystème-là. Donc, des gens qui ont vraiment des choses super concrètes, le terrain à vous raconter, du coup.
Il n'y aura pas de marshmallow à la fin, donc le feu de camp, ça s'arrête au numérique. Mais l'idée, c'est que ça soit très utile, super concret. Sur un plan très pratique, donc je vous demande juste de poser vos questions dans l'onglet questions. On reviendra vers moins le quart sur cet onglet-là et on répondra à celles qui ont été les plus plébiscitées. Donc vous pouvez voter sur les questions qui ont déjà été posées. Je vous partagerai un questionnaire à la fin qui va vous permettre de nous dire ce que vous avez trouvé, comment vous avez trouvé ce webinaire, cette table ronde. Ça va vous permettre de recevoir des offres des partenaires, notamment de Quentin, Flavie, Emilien. Ça vous permettra aussi de récupérer tout le récapitulatif de notre table ronde et de celle de la journée. Donc l'idée, c'est que vous repartez avec vraiment un contenu bien intéressant. Le replay sera disponible à la fin du webinaire. Vous avez juste à cliquer sur le lien que vous avez utilisé. Donc si vous devez partir avant ou quoi que ce soit, c'est aussi jouable de voir la fin. Et le message à retenir, c'est qu'il faut passer à l'action. Donc, décider ensemble, là, pendant ce webinaire, quelles sont vos prochaines étapes en fonction de ce que Quentin, Flavie et Emilien vont partager. Et vraiment, l'idée, c'est ça, c'est de passer à l'action. Est-ce que ça m'a l'air tout OK? Vous avez bien le sourire et Flavie, Quentin, Emilien, on y va? Je vous laisse peut-être vous présenter en une phrase ou deux et puis préciser en quelques mots ce que vous ce que vous comptez partager avec nous aujourd'hui. Flavie, c'était OK pour démarrer Let's go. ça? Bah écoutez, ravie d'être avec vous, trop contente, la grosse énergie ce matin. Moi, j'ai créé le podcast Le Board. Donc, Le Board, c'est un podcast que j'ai créé il y a 5 ans et c'est en gros le podcast numéro 1 des solopreneurs. Donc, je parle de freelancing et de soloprenariat. Donc, si vous êtes en train de vous lancer, j'espère que ça deviendra votre podcast de chevet. Je fais des sujets hyper variés sur, je sais pas moi, comment trouver ses premiers clients, comment créer son offre de freelance, enfin tous les trucs un peu plus dans le détail de ce dont on va parler aujourd'hui. C'est un univers que vous allez découvrir. J'espère que vous serez passionnés autant que nous et vous allez geeker après sur le freelancing, sur comment on fait ses devis, etc. Ça va être passionnant. Donc voilà, moi ça me passionne depuis 5 ans et ça n'a pas fini de me passionner. Donc bonne nouvelle pour ceux qui se lancent. C'est vraiment un univers assez sympa. Voilà. Trop cool, merci Flavie. Quentin, je te laisse prendre la suite du coup. Je te remercie. Oui, du coup, moi, je suis Quentin, je fais partie de l'équipe Alan. Alan, c'est une assurance santé. Je travaille depuis un peu plus d'1 an là-bas. Et mon rôle, c'est d'accompagner principalement les indépendants et les petites entreprises dans la découverte de nos offres et tout simplement de la protection sociale qui est créée via cette assurance santé. Et aujourd'hui, je vais principalement intervenir sur l'aspect protection sociale lorsqu'on est indépendant et comment bien s'entourer et les bonnes pratiques à apprendre avant de se lancer. Trop cool, merci Quentin. Et Emilien, c'est toi qui clôt la marche. Eh ben, Emilien, super content d'être là, cofondateur de Super Indep. Super Indep accompagne les auto-entrepreneurs pour leur faire gagner de l'argent, ni plus ni moins. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en vous enlevant tous les trucs relous administratifs. Concrètement, quand vous êtes chez nous à part facturer, vous n'avez plus rien à faire. On va gérer l'URSSAF, on va gérer la TVA, on va gérer les impôts, on va gérer même l'INPI, les créations, les modifications, les déménagements. Tout ce qui est relou, comme promis. La seule chose qu'on ne pourra pas faire pour vous, c'est trouver des clients. Donc, il faut quand même facturer. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on vérifie de façon vraiment proactive que votre situation est optimisée par rapport à votre activité sur tous les trucs en général que vous ne connaissez pas, genre le versement libératoire, la TVA, etc. Et tout ça, on vérifie que ça fonctionne et que dans votre cas, c'est pertinent ou pas pour vous faire gagner un maximum d'argent. Et pourquoi je suis super content d'être là? Parce que moi, je suis avant tout un freelance. Je me suis mis à mon compte en 2013 et j'adore le freelancing et ça a vraiment changé ma vie. On en reparlera après. Ça a changé ma vie pro, mais du coup aussi ma vie perso par extension. Clairement, il n'y aurait pas de Super Indep aujourd'hui si j'avais jamais été freelance. Et c'est notamment après ce que j'ai vécu en freelance que j'ai voulu imaginer, trouver cette solution pour dire c'est déjà suffisamment courageux et chiant de se lancer en freelance. Ça devrait pas être possible, ça devrait pas être autorisé de pouvoir échouer pour des raisons administratives. Donc, on va trouver une solution à ça, quoi. Trop cool. Eh ben, super Indep, super content. On est tous super contents d'être là. C'est chouette. J'ai l'impression que le chat aussi est ravi. On est ensemble pour 45 minutes de table ronde. Encore une fois, merci beaucoup Flavie, Emilien, Quentin de vous prêter à ce jeu-là, enfin de prendre du temps et puis de nous partager ce que vous avez vécu effectivement et puis vos expériences, vos expertises. Si on démarre et qu'on veut essayer de bien comprendre les réalités justement du fait d'être indépendant, du freelancing, finalement, on entend dire que devenir freelance, et je pense que c'est ce que beaucoup de personnes se disent là, on gagne en liberté, quoi. Enfin, c'est génial, top. Et j'aimerais, pour commencer, selon vous, en fait, quelle est la réalité derrière ce mot, Flavie? Est-ce que tu peux nous en dire un mot ou deux, s'il te plaît?
Ouais, alors moi, je suis évidemment devenue freelance pour être libre, pour pouvoir déménager à Nantes, où j'habite maintenant, pour pouvoir avoir du temps pour aller surfer. J'ai mon petit mur à côté avec mes petites décos, mes petits spots de surf et tout. Mais est-ce que c'est vraiment ma réalité? Ça, c'est le premier truc peut-être que je voudrais aborder avec vous. C'est effectivement, en gros, vous allez avoir un trade-off. Vous allez changer de contraintes, mais vous allez quand même avoir des contraintes dans le freelancing. Donc, faut en avoir bien conscience dès le départ. Typiquement, vous allez avoir plusieurs patrons, ça va être vos clients. Donc, il va falloir être très, très rigoureux avec le cadrage de vos missions. Comme on va dire avec un patron toxique, vos clients peuvent être toxiques si vous leur laissez la place de vous demander n'importe quoi, à n'importe quelle heure, à n'importe quel prix. Donc, en gros, il va bien falloir savoir manager son manager comme on devait le faire en salariat. Mais là, ça va être avec vos clients. Donc, ça, c'est le premier petit warning que je voulais mettre. Et après, je pense qu'il faut bien choisir aussi son modèle. Parce que donc moi, je suis devenue freelance dans l'euphorie. J'avais l'impression de connaître un effet casino, c'est-à-dire que comme je vendais mes journées, moi, en tant que directrice commerciale fractionnalisée, à chaque fois que je travaillais, j'encaissais 800 € hors taxe. Donc mon TJM, mon taux journalier moyen. Donc j'étais trop contente. J'avais l'impression de gagner au casino, tu vois, comme une machine à sous. Sauf qu'à la fin de la fin, j'ai regardé mon chiffre d'affaires, j'avais 100 000 € et quelques, donc on pourrait dire waouh, c'est génial, freelance à 6 chiffres, incroyable Flavie. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de freelance qui gagnent ce montant-là, sauf que moi, quand j'ai enlevé mes charges, comme j'étais en société, etc., il me restait en gros la moitié. Et donc, c'était un peu moins que mon salaire de ma vie d'avant, quand j'étais cadre et que je manageais des équipes, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire gaffe aussi à quel est votre objectif financier. Et puis, on en parlera plus tard, mais ce modèle du TJM où on vend sa journée, il est un peu bizarre parce qu'au final, vous allez vous retrouver, au début, c'est agréable, mais après, vous risquez de vous retrouver un peu emprisonné et vous vendez toutes vos journées à vos clients et vous retrouvez presque aussi prisonnier que quand vous étiez salarié, parce que vous ne pouvez pas partir comme ça en vacances ou faire une pause, vous êtes en train de vendre votre temps. Et donc ça, c'est un modèle un peu pernicieux que je vois chez les freelances. Donc c'est bien au début, mais pensez-y rapidement de comment vous pouvez en sortir, parce que ce qui compte, c'est nos idées, c'est notre expertise, c'est pas le nombre d'heures qu'on travaille en mission client. Et donc, si vous restez dans ce modèle un peu de vendre votre temps, vous pouvez très vite vous retrouver en surmenage. Moi, je pense que mes 2 premières années, j'ai pas pris beaucoup de vacances, j'étais crevée, je bossais non-stop. Heureusement, mon mec qui est salarié m'a dit en fait, c'est cool ton truc de freelance, mais enfin, tu bosses tout le temps, le soir, le week-end, on n'a jamais de moment en famille, donc ça serait bien que tu lèves un peu le pied. Voilà, donc c'est pas pour vous faire peur, bien sûr, parce qu'avant d'en arriver là, il y a plein d'étapes d'apprentissage. Mais voilà, faut choisir bien son modèle. Et peut-être que moi, voilà, aussi, j'avais pas une bonne compétence de freelance. Tu vois, j'étais manager généraliste, donc j'ai mis du temps avant de comprendre ce que je pouvais vendre, ce qui avait de la valeur aux yeux du client. Ça, on en parlera tout à l'heure, donc comment trouver ses premiers clients, mais pas simple les premiers mois, on va dire. Ok, en tout cas, il y a des questions dans le chat aussi sur justement cet aspect positionnement. En fait, du coup, je voyais sur l'offre, enfin, du coup, bien chouette si tu nous partages ça. Et c'est intéressant, en fait, ça me fait me dire que là, en 10 ans, donc il y a le statut qui a beaucoup évolué. Et enfin, cet aspect gagner en liberté, en fait, dans ta réponse, c'est oui, on gagne en liberté, mais enfin, en tout cas, il faut le prévoir, le maîtriser, quoi. C'est ça, quoi. En fait, comme on disait, j'ai ma nouvelle émission, la Solo Nation, où on discute avec d'autres solopreneurs et on disait parfois quand on devient notre patron, on devient notre propre manager toxique. Donc le problème, c'est que si tu mets aucune limite à ton freelancing, tu vas te retrouver à bosser comme une mule, tu vois, tu t'arrêtes jamais, tu fais pas de pause, tu prends plusieurs clients, plus de clients que ce que tu peux gérer. Est-ce que c'est raisonnable de faire ça? Non, mais clairement, est-ce qu'on l'a tous fait? Oui, parce qu'on se dit, ok, comme ça, je vais facturer plus de chiffre d'affaires. Ça nous met en sécurité. Et aussi dans le freelancing, il y a vraiment le côté, la liberté, ça va avec aussi l'inconvénient de l'instabilité. Donc, vous êtes plus libre, mais vous avez plus d'instabilité. Donc, vous allez avoir des mois où vous allez vous faire peur. Et donc, c'est un peu la cigale ou la fourmi. Donc, vous êtes là, vous dansez, mais de temps en temps, il y a des mois où ça va être plus compliqué, ou un client qui s'arrête à la dernière minute. Donc, il faut aussi gérer sans stress et savoir que ça fait partie du modèle. On peut pas avoir la liberté si on n'a pas l'instabilité et un petit peu le risque. Donc voilà, ça fait un peu mal quand on est salarié, qu'on passe de salarié à freelance. Ok, trop cool, merci pour ces partages. En fait, il y a plein de questions qui me viennent au passage, du coup, c'est intéressant. Et juste une dernière, c'est
sur l'aspect, enfin tout ça depuis 10 ans, c'est mieux documenté en fait? Tu dirais que est-ce que ça a l'air, tu vois, c'est tel que tu le dis, j'imagine c'est granuleux, enfin c'est granulaire, tout le monde a son modèle, enfin tout le monde Ouais. peut faire, à sa façon parce que, bah, c'est comme ce que tu disais à Emilien, mon perso qui va conduire, comment est-ce que je vais le cadrer et cetera. Mais est-ce que là, vous trouvez, qu'il y a plus de matière qui documente, qui aide à se projeter, à se dire: «Bah, moi, je vais suivre cette voie-là, cette voie-là, cette voie-là», en fait? Enfin, est-ce que pour terminer sur une note souriante, quoi, du coup aussi, qui sur ce que tu disais, Flavie? Bah, moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de documentation, c'est clair, mais après, je pense que c'est pas la documentation qui vous empêchera de faire des erreurs. Et en fait, c'est normal de passer par ces étapes. Enfin, je veux dire, au début, tu es tout feu, tout flamme, tu dis oui à tout, tu fais toutes les missions. C'est comme ça que vous apprenez. Donc, j'ai envie de dire, si vous voulez devenir freelance, c'est pas en restant dans votre canapé, en lisant un mode d'emploi, en écoutant des podcasts. C'est vous lancer et Faut y aller, quoi. parce que vous aurez des déconvenus. Typiquement, la classique, c'est genre, on prend pas de paiement en acompte jusqu'à ce qu'un client nous paye pas. Et là, après, on se dit, bah merde, ok, bah maintenant, je ne commence plus une mission sans Ouais. encaisser un acompte. Mais ça, je pense qu'on Yes. a tous dû vivre ce moment cringe où le client ne paye pas pour en arriver là. OK, bah, écoute, trop cool. Et justement sur les erreurs, les plus fréquentes, que vous avez vues, que vous avez vécues, enfin, toi, Emilien, tu disais que tu avais, je sais pas, un rouleau, d'exemples, pas forcément chez toi, mais chez les gens qui sont autour de chez toi. En tout cas, comme le dit Flavie, on a tous, vécu ces moments-là, quoi, du coup. Mais, est-ce que tu peux nous en partager celles qui sont les plus fréquentes et probablement évitables, finalement, en fait, du coup? Ouais, bien sûr. En plus, je vois Alicia, effectivement, dans les questions qui demandaient quels sont les pièges à éviter quand on se lance. Alors, évidemment, il y en a tout un tas. Moi, de par mon parcours, j'ai beaucoup d'exemples administratifs en tête, mais je pense que la première que j'ai vue et qui a été bien résumée par Flavie, c'est des fois des gens qui vont pas savoir vraiment se donner de limites quand ils se lancent. Et c'est vrai que c'est un des inconvénients du freelancing, c'est qu'on a tendance à mélanger beaucoup plus le pro et le perso. Alors en fait, c'est pas propre au freelancing, c'est plutôt propre à l'entrepreneuriat au sens large, comme ce que tu as expliqué, c'est-à-dire comme la prise de risque, comme le côté montagne russe. Voilà, des fois tout va bien, c'est l'euphorie, on se dit que c'est le meilleur choix de notre vie, puis des fois on est au fond du trou, on se dit mais pourquoi j'ai fait ça, tous mes potes ils sont salariés tranquilles en train de binge-watcher devant Netflix et moi je suis là en train de bosser comme un con sur mon projet, voilà. Bref, vraiment savoir pourquoi on se lance, je pense que c'est le premier truc hyper important et l'erreur que parfois les gens font, c'est de pas suffisamment se poser cette question. Et vraiment posez-vous là comme ça, quand vous êtes au fond du trou, bah, vous pourrez toujours vous reposer la question et dire ok, est-ce que en fait je suis toujours aligné avec la raison pour laquelle je me suis lancé? Et honnêtement, peu importe la raison, même si vous me dites moi c'est juste pour gagner plus d'argent, pas de problème. Si c'est assumé, voilà, ça peut être une raison de se lancer, pourquoi pas. Mais du coup, au moins, quand ça va pas, vous pourrez vous dire, est-ce que effectivement, là, dans ce que je fais, je gagne plus qu'avant ou pas, et est-ce que ça me satisfait ou pas. Et si à l'inverse, vous êtes lancé justement pour vous dire, bah, j'aime bien aller faire du surf, et ben est-ce que du coup, depuis que tu es freelance, tu as plus de temps pour faire du surf ou pas. Et tu vois, ça te permet de te recadrer en permanence. Donc vraiment savoir pourquoi on se lance, super important. Et du coup, se donner des limites par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, quoi. Voilà. Si mon objectif, c'est effectivement d'avoir plus de temps pour des loisirs, bah, du coup, il faut vraisemblablement, déjà, peut-être que je trouve un business model où je vais pas juste vendre du temps, parce que sinon, ça risque vite d'être compliqué. Et puis, en effet, de m'organiser, peut-être de travailler qu'au 4/5e, etc., pour être sûr, en effet, d'avoir du temps. Voilà. Moi, personnellement, notamment, un des déclics, c'était vraiment ce côté, je voulais progresser dans mon métier de développeur à l'époque, et je considérais qu'en tant que salarié, je pouvais pas parce que j'avais pas assez de temps, on me laissait pas de temps pour aller à des conférences, pour me former, etc. Et ça a vraiment été mon objectif quand je me suis lancé, et c'est ça que j'ai toujours fait par la suite et qui m'a permis par extension de beaucoup plus m'éclater dans mon boulot. Mais voilà, du coup, j'ai dû bosser moins et aller faire tout un tas de conférences, etc. Et après, d'un point... Juste une question, Emilien, Ouais. je me permets. Est-ce qu'il a évolué cet objectif, du coup, avec le temps? Ou Et il ben reste, après, il a évolué dans le sens où effectivement, et je pense que c'est très important en effet qu'il évolue et que tu te reposes la question en permanence. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je suis arrivé à un niveau où où j'étais pleinement satisfait. C'est-à-dire que voilà, je faisais des conférences internationales, j'étais speaker dans des conférences que je trouvais passionnantes, et j'ai adoré faire ça. Mais effectivement, du coup, après ça, je me suis dit ok, maintenant c'est quoi la next step? Et pour moi, la next step, c'était en fait, ça c'était tellement génial et ça s'est fait tellement vite parce qu'en gros, je me suis lancé en 2013 et voilà, et en 2016 j'étais déjà en train de faire des conférences à Amsterdam devant tout un tas de développeurs. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tout le monde fait pas ça?
Et quand j'ai creusé cette question-là, je me suis rendu compte qu'une des réponses principales, c'était notamment la peur de se lancer et notamment la peur de l'administratif. C'est vraiment pour ça justement qu'on a réfléchi à tout ça avec Super Indep. Et justement, pourquoi il y a tellement de peur autour de l'administratif? Parce qu'en fait, alors j'entends souvent que c'est lié à la France, etc. C'est un pays tout pourri pour entreprendre. Non, j'aimerais bien casser ce mythe aussi. C'est pas du tout un pays pourri pour entreprendre. Au contraire, c'est un des meilleurs pays en vérité pour se lancer, contrairement à tout ce qui peut être dit et entendu par ailleurs. Après, oui, pour faire grossir une très grosse boîte, c'est différent. Je veux bien reconnaître qu'il y a des limites, mais honnêtement, pour se lancer, on a tout un tas d'accompagnements. On a Pôle Emploi, qui s'appelle maintenant France Travail, qui est en vérité un des premiers lanceurs de start-up au monde, sans doute. En tout cas, un de ceux qui investit le plus indirectement. Bref, donc en fait, le pays en lui-même, il y a plein d'aides, il y a plein de choses qui sont faites pour être lancé, mais comme dans tout système administratif, il y a un jargon, il y a des choses à savoir, il y a des choses à connaître, et ces choses-là, en général, c'est chiant. Voilà, vous n'avez pas envie de l'apprendre, vous n'avez pas envie de savoir ce que c'est que le versement libératoire, vous n'avez pas envie qu'on vous explique comment fonctionne la TVA, vous n'avez pas envie de savoir ce que c'est que l'ACRE, sauf que en fait, ne pas apprendre ces choses-là, c'est la première façon de perdre de l'argent bêtement. Et moi, le conseil que je donne à tous les entrepreneurs, c'est ne prenez pas l'administratif comme une charge, prenez-le comme une façon supplémentaire d'optimiser votre activité. Voyez ça comme un levier pour gagner de l'argent en plus. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de petites choses à savoir, à connaître, qui vont vous permettre de gagner plus, tout simplement parce que vous n'allez pas perdre de l'argent bêtement, vous allez pouvoir payer un peu moins d'impôts, vous allez pouvoir récupérer la TVA de vos dépenses, vous allez pouvoir payer moins de cotisations sociales. Voilà. Et donc, soit quand vous vous lancez, vous vous formez sur ces sujets-là, vous prenez le temps, peut-être de faire des ateliers avec le feu de camp ou de suivre des formations spécifiques aux auto-entrepreneurs, par exemple, si c'est le régime avec lequel vous voulez démarrer. Ou alors, et les deux sont pas forcément... vous pouvez même faire les deux, ou alors vous vous faites accompagner par une structure comme Super Indep, ou au moins vous assumez, vous dites ok, moi je m'intéresse pas à ces sujets-là, mais au moins je prends un logiciel, une solution qui va me permettre de pas me poser ces questions-là et d'être sûr quand même que derrière c'est optimisé. Et ça, je peux juste rebondir, Emilien, parce qu'en fait je me rappelle mes débuts. Quand tu es salarié et tu passes freelance, tu as l'impression que ton chiffre d'affaires, c'est ton salaire. Donc attention, alors là, faites super gaffe. Et je pense qu'une bonne méthode pour se le mettre bien dans la tête, c'est de se dire, OK, je suis une entreprise, j'ai des charges. Forcément, aucune entreprise n'a zéro charge. Donc, achetez des logiciels payants, achetez-vous un Google Workspace à 5 € parce que moi, j'avais ma vieille adresse perso. Ensuite, j'ai dû changer toutes mes adresses de SaaS. C'était trop chiant. Juste pour économiser 5 €. Bloquer ton adresse. Prenez des trucs admin pour pas faire vos factures vous-même sur Excel et tout, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai fait ça au début parce qu'en gros, on a le syndrome du radin au début quand on se lance, un peu de la pince. En fait, on économise surtout. Donc, en gros, dites-vous, je sais pas, que vous avez un budget de 500 balles par mois, c'est vos charges pro. Et du coup, ça vous forcera à vendre plus cher aussi votre TJM et à l'assumer parce que vous aurez des outils professionnels pour votre activité et parce que vous avez un peu des mini-secrétaires qui vous aident dans l'admin, c'est vos SaaS, vos logiciels et les services administratifs. Voilà. Parenthèse refermée, mais je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, en fait, parce qu'après, ça m'a coûté plein d'heures à rattraper. Et j'ai dû prendre une assistante administrative que je payais, je sais plus combien c'était euros, 500 par mois pour me rattraper toutes les conneries que j'avais faites il y a 5 ans. Voilà. C'est ça, c'est un peu le grand drame avec Super Indep, c'est qu'on récupère des clients qui ont raté des histoires de TVA ou de versement libératoire et qui doivent sortir des montants délirants. Alors là aussi, le but, c'est pas de vous faire peur, parce que je vous l'ai dit, lancez-vous, ça va changer votre vie et c'est vraiment une super aventure. Mais faites-le bien. Moi, le premier, quand je me suis lancé, au bout de 3 ans, j'ai reçu une demande de la CIPAV pour payer 30 000 € parce qu'ils ne m'avaient pas enregistré en fait au moment où je me suis lancé. Et ça, c'est le genre de truc où en fait, si je m'étais mieux fait accompagner au début, j'aurais pu l'éviter. Et nous, toutes les semaines, on a des gens comme ça chez Super Indep qui sont en galère parce que ils n'ont pas suivi le seuil de TVA, ils n'ont pas bien géré leur imposition, etc. Des choses. En fait, il faut bien partir d'un principe simple. N'attendez pas qu'on vienne vous dire des choses. Voilà, vous êtes entrepreneur et en fait, c'est à vous de tout dire. C'est à vous de dire à l'État combien vous gagnez pour qu'ils sachent combien ils doivent vous imposer. Et c'est aussi à vous de leur dire oui, je suis à la TVA, non, je suis pas à la TVA, je veux le versement libératoire, je le veux pas, etc. C'est fini, vous êtes plus salarié, ils vont plus rien vous dire. C'est l'inverse. Maintenant, c'est à vous de tout leur dire. Néanmoins, et c'est là qu'ils sont un peu coquins, si vous vous trompez quand vous leur dites, ils s'en rendent compte quand même. Ils savent.
Bon, et abonder dans ton sens, j'habite en Italie et c'est aussi, enfin, en Italie, c'est pas mieux quoi qu'en France en tout cas de ce point de vue-là quoi, du coup. Mais pas pire non plus au final comme tu le disais quoi. Écoute, trop cool. Bah merci. Ouais, donc sur les erreurs, les galères, enfin et encore une fois, je prends des notes en même temps là. Vous aurez le récap donc et puis je vous ferai relire par Flavie, Emilien, Quentin. Mais super intéressant. Et puis vous avez plein de gens dans le chat qui vous disent, vous avez donné ce qu'il faut en 20 minutes, là, c'est top. Trop cool. Et bah, on en parlait tout à l'heure, mais d'un point de vue un peu perso, quoi, justement, et ce sujet bah, de l'individu, de l'indépendant, tout l'indépendant qui se lance. Pour toi, Quentin, ouais, du coup, avec cet aspect peut-être plus bah, sur la personne, et puis tu vas en dire plus, mais qu'est-ce qu'il faut bien avoir clarifié peut-être avant de se lancer justement sur ces sujets bah, qui sont les tiens, quoi, du coup. Ouais, je te remercie pour la question. En effet, ça va être dans la continuité de ce qui a déjà été évoqué juste avant, mais en effet, avant de se lancer en freelance, il faut absolument ouvrir les yeux sur ce que ça va représenter. Pas seulement en termes de liberté et d'autonomie, mais aussi en termes de responsabilité et de défis personnels. On parle beaucoup de l'indépendance comme une aventure, et ça c'est super, qui donne accès à la liberté, le fait de choisir ses horaires, ses missions, travailler d'où on veut. Et ce sont des avantages réels et qui attirent de plus en plus de monde d'ailleurs vers le statut d'indépendant. Mais il y a aussi une phase cachée à ça, c'est celle de la perte de protection sociale notamment, et du changement profond dans la manière dont chacun va vivre son travail et la nécessité de tout construire soi-même du coup. La première chose à clarifier, c'est que lorsque vous quittez le salariat, vous perdez tous les avantages qui allaient avec. Le fait d'avoir une mutuelle, une prévoyance, d'avoir des cotisations chômage en cas de perte d'activité et des cotisations retraite pour préparer l'avenir. Lorsqu'on devient indépendant, la réalité, c'est qu'on devient son propre DRH et qu'on va devoir gérer ça tout seul. Je prends un exemple très concret qu'on connaît, nous, dans les assurances santé chez Alan. J'ai déjà accompagné des indépendants qui, à la suite d'un accident, ça peut être un accident de ski, un accident de vélo, quoi que ce soit, ils sont retrouvés à l'hôpital avec un reste à charge de plus de 1 600 € après leur opération et leur hospitalisation. Simplement parce qu'ils n'avaient pas anticipé le fait que lorsque on est indépendant, on n'a plus de mutuelle qui vient rembourser après la sécurité sociale. La sécurité sociale va pas rembourser énormément dans ce cas de figure et ça peut mettre un coût assez violent à la trésorerie. Et ça peut être dur de rebondir après ce genre d'événement. Donc, c'est important de préparer ce genre de choses lorsqu'on se lance. Ensuite, il y a l'équilibre vie pro, vie perso. On s'imagine souvent, et ça peut être réel, qu'on va organiser son emploi du temps pour avoir plus de temps avec sa famille, pour faire ses activités, pour faire du surf notamment. Mais la réalité, c'est qu'on a tendance à travailler tout le temps lorsqu'on est indépendant. On se pose moins de limites, on essaie d'aller toujours plus loin pour soit gagner plus d'argent, soit parce qu'on n'arrive plus à gérer ses horaires. C'est un peu le cas comme le télétravail, on va commencer plus tôt, finir plus tard parce qu'on est chez soi. C'est un peu pareil lorsqu'on est indépendant et ça peut aller jusqu'à l'épuisement. Donc un freelance sur 2 d'ailleurs déclare ressentir du stress qui peut être lié à la solitude, au surmenage ou à la gestion de toutes les casquettes. Donc il faut être vraiment précautionneux et anticiper ce genre de choses qui peut survenir. C'est pour ça que je vais principalement recommander de poser noir sur blanc avant de se lancer un plan stratégique. Pas seulement sur le développement de l'activité, mais aussi sur la protection sociale. Qu'est-ce qu'on va mettre en place concrètement pour se protéger? Est-ce qu'on prend une mutuelle en tant qu'indépendant? Est-ce qu'on prend une prévoyance en tant qu'indépendant? La prévoyance, pour rappel, elle est là pour prendre le relais sur votre revenu lorsque vous êtes en arrêt maladie, lorsque vous avez un accident, ce genre de choses. Est-ce que vous allez prendre une assurance chômage privée, pour rebondir en cas de perte d'activité? Ou alors, est-ce que vous allez cotiser pour la retraite de manière privée aussi? Ensuite, sur votre organisation, comment vous allez éviter de crouler sous l'administratif? Donc là, il faut s'entourer des bons acteurs, ça peut être Super Indep ou tout ce qui permet d'avoir moins de gestion administrative et se focaliser sur son cœur de business, sur son cœur d'activité. Et enfin, ce qui est important, c'est de se reposer sur son entourage. Qui va pouvoir vous soutenir dans les moments les plus durs? Est-ce que vous avez des proches qui sont là pour vous soutenir? Un réseau d'indépendants ou tout autre acteur qui serait là? Ça peut être aussi un psychologue, par exemple, mais de savoir s'entourer des bonnes personnes lorsqu'on fait face à des difficultés pour pouvoir avoir du soutien dans ce genre de moment. Et enfin, on n'oublie pas que lorsqu'on devient indépendant, c'est aussi assumer certaines incertitudes. Les revenus peuvent varier d'un mois sur l'autre, donc ça demande d'anticiper ce genre d'événement, de prévoir, de se former et parfois même de savoir dire non à certaines missions si c'est pas possible pour vous dans le cadre actuel pour tout simplement parce que vous êtes surmené. Donc pour résumer, avant de vous lancer, je vous invite vraiment à faire un état des lieux
de vos besoins, la protection sociale, l'équilibre, l'organisation, ce que vous recherchez, et à vous entourer des bons partenaires. Une bonne mutuelle, un bon partenaire de gestion administrative ou même un réseau d'indépendants comme je l'ai mentionné. Donc voilà, grosso modo, ce que je vous conseille. Et pour rebondir, tiens Quentin, parce que moi ça m'est arrivé, je fais gaffe à rien moi en administratif, donc aussi si vous lancez que vous êtes un boulet administratif, ça marche aussi, hein. Enfin, vous rattraperez juste les pots cassés, vous paierez quelques petites amendes en plus et tout ça, mais moi j'avais oublié la portabilité. Du coup, en fait, je me suis retrouvée sans mutuelle. Et en fait, moi, j'ai 2 enfants en bas âge. Donc, bon, bref, catastrophe. Donc, voilà, c'est le truc con, mais je crois que ça, faut le faire avant de… Quand tu es encore salarié, enfin, je sais pas, il y a un truc où tu peux t'abonner à l'avance pour pas devoir y penser plus tard quand tu as besoin de payer des hospitalisations de tes enfants, par exemple. Ouais. Carrément, quand on quitte le salariat, notamment via soit une rupture conventionnelle, soit un licenciement, on peut bénéficier de la portabilité. Donc, c'est le maintien gratuit de la mutuelle pendant 1 an, enfin jusqu'à 1 an. Et ça permet souvent de bien débuter son activité freelance sereinement, sans avoir à sortir de l'argent en plus et du coup protéger la trésor au moins pendant cette première année. Trop cool, ouais, merci pour ce partage d'expérience. En gros, c'est marrant, mais que ça soit, j'ai l'impression qu'il y a une homothétie intéressante sur toutes nos activités potentiellement, mais que ça soit sur le développement business, l'admin, le perso, etc. Le meilleur ami de quelqu'un qui veut bien faire les choses, c'est une feuille blanche, un crayon, et puis écrire la perspective, et puis décliner le plan en fait de ce qui compte, quels sont les leviers qui vont être utiles et ce qu'ils vont apporter et ce qu'ils vont impliquer potentiellement, quoi. Du coup, de vérifier que tout ça est bien cohérent. Ouais. Trop chouette. Bah, merci pour ces retours et sur cette première étape, quoi, de se dire mais qu'est-ce qu'il y a comme réalité derrière l'indépendance, le freelancing. Si on avance un peu et qu'on est plus dans l'opérationnel, finalement, si on parle de comment on s'organise, on se protège, enfin comment est-ce qu'on gagne en sérénité et donc opérationnellement, concrètement, comment est-ce qu'on le fait, quoi, ou comment est-ce que vous l'avez fait, comment est-ce que vous voyez que d'autres l'ont fait de la bonne manière quand on démarre et du coup on est un peu submergé par l'administratif, on l'a un peu partagé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu donnes, toi, comme conseil, Émilien, pour pas s'y perdre, pour faire les choses dans le bon ordre, de la bonne manière, enfin, ou avec Super Indep, j'imagine, ou… Voilà, venez chez Super Indep, c'est bon, on peut arrêter ici le webinaire. Alors, question suivante. Non, voilà, le conseil vraiment, c'est déléguer et déléguer les bonnes choses. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses avec lesquelles vous êtes à l'aise et il y a des choses avec lesquelles vous l'êtes moins. Et en effet, comme l'a très bien répété Flavie, l'idée c'est d'investir au bon endroit. Voilà. Par exemple, si vous êtes pas à l'aise sur le côté marketing, on va y venir après sur le côté comment on se vend, etc. Mais en fait, sachez que c'est des choses qui s'apprennent. Et donc, pourquoi pas aller vous payer une formation ou un stage ou même un coach pour vous aider à progresser là-dessus. Si à l'inverse vous êtes très à l'aise avec l'aspect administratif, avec l'aspect justement commercial, mais que l'aspect administratif ça vous donne des boutons et que même remplir votre déclaration d'impôt ça vous met dans un stress pas possible tous les ans, et ben dans ce cas il y a aucun doute, foncez voir des gens qui peuvent vous aider là-dessus. Ça peut être Super Indep, ça peut être d'autres, hein, je suis pas jaloux, il y a pas de souci, mais en tout cas voilà, déléguer cet aspect-là parce que vraiment pour le coup c'est sûr que c'est typiquement le genre d'aspect où vous savez que si vous déléguez à des professionnels, ça va être bien fait et ils vont sûrement pouvoir voir des choses que vous n'auriez jamais vues, même si le sujet vous intéresse. Parce que au-delà du fait que c'est un sujet qui peut vous intéresser et avec lequel vous êtes à l'aise, évidemment, pour être pertinent, il faut pouvoir faire une veille permanente. Et donc c'est ça qui est pas forcément intéressant. Au début, justement, on a du mal, surtout quand on vient du salariat, on a parfois du mal à estimer un petit peu la valeur de son temps. Et on se dit, c'est bon, si je prends 3 heures par mois pour gérer mon administratif, c'est quand même pas grand-chose. Oui ou pas. En fait, c'est 3 heures par mois, si tu peux les passer avec ta famille, parce qu'en plus, l'administratif, vu que ce sera toujours en bas de la pile, c'est pas le truc que tu vas faire le lundi à 10h, tu vois, c'est le truc que tu vas plutôt faire le dimanche à 18h, parce que la deadline est passée depuis 3 jours et que tu vas te payer des majorations. Donc, vraiment, voilà, regardez avec quoi vous êtes à l'aise, avec quoi vous l'êtes moins, et libérez-vous un maximum de charge mentale sur tout ce qui n'a aucun intérêt pour votre business. C'est pareil, avoir un logiciel de facturation automatique qui va automatiquement relancer vos clients quand ils payent pas, c'est la base en fait. Vous devriez pas avoir cette charge mentale de vous dire merde, Robert il m'a toujours pas payé, ça fait 15 jours qu'il aurait dû me payer, comment ça se fait? Voilà, c'est des trucs qui sont hyper simples à automatiser, mettez en place des process. Au début, vous signez un contrat, il y a des dates de paiement qui apparaissent dans les devis si vous en faites, etc.
il y a des dates d'échéance, tout ça doit être géré complètement automatiquement. Donc, réfléchissez vraiment à comment je fais pour m'enlever un maximum de charge mentale sur tout ce qui n'a pas d'intérêt pour moi. Normalement, votre boulot en tant que freelance, c'est numéro 1. Tous les jours, vous posez la question comment je fais pour trouver plus de clients. Allez, je reprends dans l'ordre. Première question, on l'a dit au tout début, c'est est-ce que je suis toujours content de faire ça et est-ce que je suis toujours aligné de la raison avec laquelle je me suis lancé? Et si la réponse est oui, ok, maintenant comment je fais pour trouver mes clients et des clients qui me font kiffer aussi, parce que ça, voilà, là pour revenir à des choses beaucoup plus positives, on parlait du côté liberté, c'est un des trucs beaucoup plus agréables en freelance, c'est que vous êtes beaucoup plus maître de choisir des gens avec qui vous voulez travailler. Par exemple, si vous choisissez, pour vous démarquer, vous pouvez choisir de dire moi je veux être un freelance à impact positif, je bosse que avec des boîtes qui ont un impact sociétal que je juge intéressant, et go, lancez-vous là-dedans, spécialisez-vous là-dedans et ça ne fera qu'embellir votre quotidien parce que vous serez vraiment aligné avec ce que vous avez envie de faire et avec ce que vous faites. Donc voilà, libérez-vous d'un maximum de charge mentale et derrière, concentrez-vous sur trouver des clients et puis faire ce que vous faites au quotidien, votre boulot, peu importe ce que c'est, effectivement, que ce soit photographe, que ce soit du consulting, que ce soit voilà, et faites-vous plaisir. Et c'est vraiment ça, cherchez à étendre le kiff au maximum parce que, et j'espère que j'aurais bien fait passer ce message, mais en tout cas c'est exactement ce que j'ai vécu moi. Honnêtement, le kiff appelle le kiff en fait. C'est-à-dire que plus vous allez vous faire plaisir et plus vous allez être bon aussi dans ce que vous faites. En général, les deux sont liés parce qu'en fait on est bon dans ce qu'on fait quand on apprécie ce qu'on fait. Et du coup, ça met vraiment en marche un cercle vertueux qui fait que vous allez vous démarquer, vous allez de toute façon être repéré et connu pour ce que vous faites. Et puis quand vous appréciez ce que vous faites, ça se voit. Et donc voilà, essayez de rentrer vraiment dans cette dynamique-là et vous allez voir que dans le temps, voilà, au bout de 4-5 ans, vous allez vous retourner, vous allez vous dire waouh, c'est dingue. En fait, il y a 5 ans, j'étais encore salarié et là, je suis en train de m'éclater avec mes potes entrepreneurs et j'ai vraiment l'impression de faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Trop chouette. Vous faites des moments comme ça, Flavie et Emilien, et du coup, où vous retournez un peu pour voir ce qui a été construit, les étapes que vous avez passées, quoi. Du coup, c'est. Il faut, moi je documente tout. Quelqu'un posait une question sur LinkedIn. Moi, j'utilise pas mal LinkedIn un peu comme une sorte de journal de bord et mon podcast. Et franchement, ça fait du bien. Rappelez-vous de tous ces moments-là. Faites-vous un petit carnet. Faites des screenshots de, je sais pas, votre première facture. Elle sera petite et plus tard, après, vous direz, oh là là, j'avais facturé pas cher, mais c'est normal, en fait. On passe tous par là. Moi aussi, avant de lancer mon podcast, il y avait que ma mère qui l'écoutait. Enfin, voilà. Et au final, 5 ans plus tard, j'ai accompli énormément de choses en étant juste régulière, tu vois. Donc, voilà, et bien organisée aussi. Moi, j'ai écrit un livre pour documenter aussi un peu tout ce parcours, mais c'était un peu dans la même démarche et c'est hyper intéressant effectivement de se retourner et de se voir un petit peu le chemin qu'on a évolué, la façon de penser qui a évolué aussi. Et c'est vrai que je voulais rebondir d'ailleurs sur ce que tu disais tout à l'heure, Quentin, mais en fait, quand tu passes de salarié à freelance, vraiment, il faut changer de mindset. C'est un truc qu'il faut que vous encriez, qui est sans doute un des trucs les plus importants, parce qu'en plus, Flavie l'a bien dit, ça peut être très facile en fait, de rester un peu dans une forme de salariat déguisé. Voilà, je fais mon petit TJ, je vais bosser dans une grosse boîte. Ok, je gagne potentiellement mieux qu'avant, mais au final, il y a juste mon statut qui a changé. Et ça, c'est un peu dommage, c'est un peu gaspiller en fait votre vie de freelance. Alors que si vous changez vraiment de mindset, vous rentrez dans une dynamique entrepreneuriale et du coup vous dites ok, comment je fais pour développer ma boîte. Et la boîte en l'occurrence c'est vous-même. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour investir sur vous-même, pour progresser, pour vous faire plaisir. Et c'est là vraiment que vous pouvez vous faire plaisir. Tu déchires, Emilien. Il y a des groupies dans le Merci, chat. le chat, vous déchirez aussi. Trop cool, super intéressant, effectivement. Enfin, c'est intéressant de voir l'énergie créatrice, quoi, effectivement, de se dire, mais on veut faire quelque chose qui nous dépasse, quoi, finalement, en fait. Et j'imagine c'est des bonnes épiphanies de se dire, enfin, on parlait de plafond de verre tout à l'heure, quoi, du coup, de se dire, ah, mais en fait, je suis capable de ça, de ça, de ça. Enfin, ça doit être des choses qui sont, enfin, personnellement, qui sont fortes, quoi, en fait, effectivement, de passer ces étapes-là, quoi, du coup. Merci beaucoup. Ouais. Du coup, si on revient à un aspect aussi, concret, quoi, du coup, sur la protection sociale. Quentin, tu nous as parlé un peu de tout à l'heure de ce qu'il fallait clarifier. Et donc, concrètement, finalement, toi, ta reco, les bases à connaître pour éviter justement les mauvaises surprises, si on y va en mode efficace, concret, quoi, du coup, quels sont tes recos, du coup? Ouais, je te remercie pour la question. En effet, c'est souvent la grande inconnue pour les nouveaux indépendants et souvent un sujet un petit peu oublié ou mis de côté, la protection sociale.
Je l'ai mentionné juste avant, quand on devient freelance, on devient aussi le garant de sa propre protection sociale. La première chose à bien intégrer, c'est que la sécurité sociale ne rembourse qu'une partie de vos frais de santé en l'occurrence. On l'a pris l'exemple de l'hospitalisation tout à l'heure, mais ça peut être le cas dans plein de situations. J'ai déjà eu une personne récemment dans un autre webinar qui avait 37 ans. Il s'est retrouvé avec une hernie discale et le coût, ça a été de 2279 €. La Sécu, elle prend que 667 € dans ce cas de figure. Donc le reste à charge, donc pour sa pomme, c'est 1600 €. Et sans complémentaire santé, c'est à lui de payer la différence. Et donc là, à nouveau, ça peut mettre les finances à risque. Donc c'est important de bien préparer cette protection, notamment sur l'aspect santé, mais pas que. La deuxième base que j'ai mentionnée avant, c'est la prévoyance. Beaucoup ont tendance à l'oublier parce que on l'a pas nécessairement en entreprise. Ça commence à être obligatoire dans certaines conventions collectives, mais généralement, on n'y fait pas attention parce qu'on n'est pas concerné. C'est plutôt l'employeur qui la gère. Mais elle est là pour prendre le relais sur votre revenu si vous êtes arrêté plus de quelques jours ou en cas d'accident grave et vous n'avez pas la même couverture qu'un salarié quand vous êtes indépendant. Donc, plus d'activité, plus de facturation, plus de revenus. Ça peut être à nouveau un problème pour la pérennité de l'activité. Donc, ça peut paraître anodin, mais c'est important d'avoir ce genre d'assurance pour rebondir en cas de pépin. La troisième base, c'est la retraite et le chômage, donc la perte de revenus notamment. Les niveaux de pension lorsqu'on est indépendant sont bien inférieurs au salariat pour la retraite et n'existent pas pour le chômage. Il n'y a pas de chômage à proprement parler. Donc, à nouveau, si vous souhaitez rebasculer du freelance au salariat où vous avez une perte d'activité pendant un certain moment, c'est important d'avoir ça aussi pour rebondir et rebasculer soit sur du salariat à l'avenir ou réorienter son projet d'indépendant. Il est donc essentiel de se constituer une épargne en cas de coup dur et éventuellement d'ouvrir un contrat retraite complémentaire pour anticiper l'avenir si on ne veut pas finir freelance et travailler jusqu'à 95 ans. Mais maintenant, on va parler de solutions un peu plus concrètes. D'abord, il existe des dispositifs qui ont été mis en place pour inciter les indépendants à se créer cette protection sociale. On parle ici notamment de la loi Madelin. C'est un vrai atout pour les indépendants parce qu'elle permet de déduire fiscalement vos cotisations de complémentaire santé, de prévoyance, de complémentaire chômage ou de complémentaire retraite, de votre bénéfice imposable, de votre revenu imposable. Dans certaines limites, bien sûr, mais le but, c'est d'avoir cette incitation fiscale à se créer cette protection sociale. Et c'est un levier d'optimisation important parce que ça va vous permettre de vous protéger tout en faisant des économies d'impôts. Ça concerne pas tous les indépendants, ça va concerner principalement les personnes en EURL, en SARL ou en profession libérale. On l'a pas en micro-entreprise parce qu'il y a déjà un abattement fiscal forfaitaire qui existe, donc il n'y a pas cet avantage fiscal qui vient par-dessus, mais c'est un gros atout pour pouvoir inciter à cette création de protection. Ça peut être un peu stressant de gérer cette partie administrative, donc comment ça fonctionne la déclaration, mais pas d'inquiétude, si vous entourez des bons acteurs, ça va se faire assez simplement. Par exemple, chez Alan, on a essayé de simplifier ça au maximum pour la gestion de ces justificatifs Madelin. Concrètement, chaque année, vous recevez automatiquement sur votre plateforme Alan une attestation fiscale qui est prête à être téléchargée et que vous allez pouvoir joindre à votre déclaration de revenus pour avoir cette exonération. Ensuite, il faut savoir bien choisir son contrat. On va ici plutôt parler de la complémentaire santé, donc là, ce qu'on appelle la mutuelle. Il ne faut pas regarder que le prix. Il faut aussi analyser les garanties, donc faire un état des lieux de ses propres besoins. Est-ce que je porte des lunettes? Est-ce que j'ai des enfants qui font de l'orthodontie? Est-ce que j'ai besoin d'avoir des séances de médecine douce parce que je suis sportif et je vais chez l'ostéo? Il faut ensuite analyser les plafonds, jusqu'à combien je suis remboursé. Et bien sûr, dans tout ça, la rapidité des remboursements. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir un remboursement qui traîne. Ça peut à nouveau mettre un coup à la trésor. Donc, avoir des remboursements rapides, c'est aussi de la sérénité sur le long terme. Chez Alan, c'est pour ça qu'on a fait le choix d'essayer d'avoir on a à l'heure actuelle 80% de nos remboursements qui sont instantanés. C'est pour justement que les indépendants n'aient pas à se poser la question de leurs finances. Il y a aussi une question expérience utilisateur. Beaucoup d'autres freelances vont abandonner des remboursements parce que c'est trop compliqué, trop long, il y a trop de démarches, il y a trop de paperasse. Et c'est pour ça que nous, on a décidé d'être 100% en ligne et que c'est important de s'entourer d'acteurs qui vous facilitent la vie. Avec Super Indep, c'est le cas. C'est aussi le cas avec des acteurs comme Alan qui sont totalement digitaux et qui vous permettent de ne pas avoir de charge administrative. Et ce qui aurait pu paraître comme quelque chose de compliqué à gérer, au final, est totalement simplifié et accessible. Et pour résumer un peu tout ce que j'ai dit, la protection sociale, certes, c'est pas le sujet le plus sexy, mais c'est un des socles, si ce n'est le socle de votre liberté et de votre travail. Pour être serein dans votre activité. Donc, ne négligez pas ce qu'on a mentionné juste avant. Équipez-vous des bons outils, simplifiez-vous la vie au maximum et entourez-vous des bons partenaires qui partagent cette vision ou du moins votre vision et pour que
la santé, la protection, elle soit plus simple, plus rapide, accessible à tous et surtout à vous en tant qu'indépendant. Oh, ça a l'air simple dit comme ça, hein, du coup c'est chouette. Du coup, tous autant que vous êtes, là vous arrivez et vous nous rendez la vie plus sereine, plus souriante finalement en fait. Mais ouais, encore une fois, je trouve que c'est intéressant l'aspect, faisons le point, de quoi est-ce que j'ai besoin, mutuelle, prévoyance, retraite, chômage, qu'est-ce que je décide d'activer, quels sont les curseurs que je bouge, que ça soit sur la protection, ce que tu disais Quentin, mais ce que tu vas nous raconter Flavie aussi sur l'aspect développement, organisation, structuration du business, sur l'admin Émilien, mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est intéressant de se dire, en fait, ça vaut le coup d'avoir un regard calme, de se poser et puis de se dire qu'est-ce que je choisis en conscience quoi finalement en fait. C'est chouette que vous ayez ce discours-là, en tout cas merci et puis avec des exemples bien concrets, ouais. Et justement Flavie, toi sur l'aspect organisation, donc c'est ça dont on parlait quoi, du coup elle est très opérationnelle quoi, du coup il y a des outils, des habitudes, des méthodes que tu as expérimentées, que tu as construites toi-même finalement en fait, hein, parce que tu accompagnes finalement des solopreneurs. Oui, on va dire dans le daily business, parce que là, les gars, vous nous parlez d'un truc qui est hyper important, mais qu'on va pas faire tous les jours, tu vois. Et donc, en gros, on s'en occupe une fois, puis après, on est tranquille. Enfin, en tout cas, si on délègue bien. Et comment on organise concrètement sa semaine de freelance? Parce que c'est dur aussi. On passe du salarié où on avait, je sais pas, un agenda, des réunions, des machins, des gens, en gros, des gens qui s'occupaient de notre temps à notre place. Et là, on va devoir le gérer. Donc, c'est un apprentissage aussi. Donc, peut-être ma première remarque, c'est ne vendez pas tout votre temps. Donc, n'acceptez aucune mission qui vous prend 5 jours par semaine. Pourquoi? Je vais vous faire un petit schéma vite fait. En gros, je pense que vous avez besoin d'1 jour par semaine d'administratifs divers et variés. Je sais pas moi, envoyer la facture client, je sais pas, faire votre compta ou des trucs comme ça. Et vous avez besoin d'un autre jour off, d'un autre jour pour vous, pour travailler sur votre propre métier de freelance, parce que vous allez devoir vous former, vous allez devoir réfléchir à vos prix, réfléchir à votre business model. Il y a plein de questions dans le chat. Comment je price, comment trouver des clients, etc. Et ça, c'est pas de l'administratif, c'est vraiment votre métier. C'est en gros comme si vous étiez votre propre client en freelance. Ne vous négligez pas. Et en fait, ce que je vois, les freelances, ils font passer leur business en dernier après toute leur mission client. Mais vous avez plus de jus, vous avez plus de bande passante. Donc moi, je dirais 3 jours maximum de vente de temps pour des clients, 1 jour d'admin et 1 jour stratégique pour construire tout ce dont vous allez avoir besoin pour la suite. Et là, on a beaucoup de questions aussi sur comment trouver ses clients. Je sais qu'on va en parler toute la journée on y arrive. Et dans la dernière partie. Mais par exemple, vous devez, dans ce jour dédié à votre business, mettre en place un système, créer quelque chose qui vous attire des clients en automatique. Et surtout, deuxième conseil organisationnel, n'attendez pas que vos missions clients soient finies pour prospecter vos prochains clients. En fait, vous devez être toujours... Émilien, tu as parlé de choisir. Tu as dit tout à l'heure, il faut choisir ses clients. Mais ça, comment on peut se retrouver dans le luxe, la position luxueuse de pouvoir choisir ses clients? Eh bien, il y a une technique pour ça. C'est qu'il faut en avoir plus que de places disponibles. Il faut avoir plus de demandes que d'offres. Et d'ailleurs, j'ai un bouquin génial que je vois dans ma bibli que je vais vous montrer. Bougez pas. Attention. Voilà. C'est même pas un placement de produit pour nos livres, Émilien, c'est un américain. Ça s'appelle Oversubscribed. C'est vraiment le meilleur bouquin que j'ai lu pour les freelances parce qu'en gros, ça vous apprend à avoir plus de demandes que d'offres. Et quand vous avez plus de demandes que d'offres, vous pouvez dire non aux clients red flag. Tout à l'heure, j'en voyais un dans le chat qui paye 3 mois plus tard et tout, qui te demande toujours de faire plus de trucs. Mais si vous n'êtes pas dans cette posture de oversubscribe, c'est-à-dire d'avoir plus de monde que ce dont vous avez besoin, vous allez devoir prendre tout et vous allez malheureusement pas poser le bon cadre, pas bien vous faire payer. Et donc, le fait de vendre que 3 jours vous oblige à vendre plus cher que si vous payez 5 jours. Et donc, qui dit vendre plus cher, vous allez devoir prospecter plus. Mais par contre, vous trouverez des meilleurs clients parce que le client qui t'accepte à 800 € par jour, il est souvent plus respectueux de toi qu'un client qui te paye 200 € par jour. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que les freelances expérimentés constatent. Voilà, donc dans votre journée de prospection, etc., pensez à bien toujours parler de vous. Donc, on va en parler, mais je sais pas, c'est par exemple, postez pas sur LinkedIn que quand vous êtes à la dèche de clients, parce que ça prend du temps d'avoir des clients via LinkedIn. Gardez contact avec vos anciens clients. Pensez à faire un cas client pendant que vous êtes en mission client pour dire tiens, en ce moment, je bosse avec tel client et voilà ce que je fais pour lui. Regardez le avant-après. D'accord? Donc vraiment, dans l'organisation de la semaine, je ferai ça. Et puis après, concrètement, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Non, mais c'est l'essentiel. Bon, après, dis-moi si tu as des questions, Camille. Moi, je voulais trop rebondir sur le TJ. Excuse-moi, mais c'est... Enfin, le TJ, le pricing, en fait, en général. Je vois tellement de freelance.
des mots français en fait, parce qu'il y en a qui disent ouais, on veut du français. Du coup, le Les tarif, prix. et les prix et Excusez-nous, TJM, c'est le du coup, côté entrepreneur. Donc, ouais, TJM, alors ça, c'est français pour le coup, mais c'est taux ouais. journalier moyen. Donc, c'est combien tu te vends par jour. Et ça, dans la prestation de service, c'est assez usité comme terme. Mais en fait, c'est vraiment les prix au sens large. Je vois tellement de freelance, même surtout en ce moment, le marché est un peu tendu et du coup, qui se disent, il faut que je baisse mes prix, c'est pas possible, ça marche pas. Moi, j'ai été des deux côtés freelance. Aujourd'hui, j'achète des prestations à des freelances et honnêtement, le prix, c'est jamais l'élément différenciant. Et pour vous donner une idée, moi, avant que je lance Super Indep, justement, mon taux journalier moyen, donc là, les journées, je les vendais 2000 €. D'accord? Et en fait, avec ce positionnement-là, le truc, c'est que plus vous êtes cher et plus vous avez de raisons d'être cher et plus vous avez de raisons de bien vous former, etc. Mais globalement, le côté premium va attirer des clients aussi très différents de ce que vous avez si à l'inverse, vous vendez 10 fois moins cher que les autres. Et donc, c'est un truc qui n'est pas instinctif au début et qu'on a du mal à comprendre, mais dites-vous bien que moins vous vendez cher, plus vous allez attirer des clients qui vont vous créer des problèmes. Donc vraiment, surtout quand on est tout seul dans sa boîte, je pense que la stratégie premium est quand même beaucoup plus intéressante, en plus d'être beaucoup plus satisfaisante intellectuellement parlant. Voilà, le prix, c'est vraiment un des premiers trucs sur lequel vous pouvez travailler et n'ayez jamais peur, on va en parler après, mais voilà, assumez votre service, vos produits en fait, ce que vous proposez a de la valeur et n'ayez pas honte de la valeur que ça a. Il faut l'assumer, il faut le défendre, quoi. Tu vois, tu dis assumer, mais on peut pas vendre cher si on fait rien à côté qui justifie cette valeur. Donc, si vous formez pas, vous parlez jamais de ce que vous faites, vous allez jamais présenter de cas client. Moi, je crois pas du tout à la phrase de oui, vas-y, double ton prix, ça Bien passe. sûr. Bah non, ça passe pas. C'est pour ça que je parlais de cercle vertueux, Voilà. tu as raison. C'est-à-dire que pour te vendre 2000 € par jour, bah, tu as intérêt à avoir fait effectivement des conférences à l'international pour aller parler d'un sujet, machin. Et effectivement, ça vient pas tout seul. Mais par contre, c'est un cercle vertueux dans le sens où plus tu vas vouloir te vendre cher, plus tu vas avoir besoin d'expertise, plus tu vas devoir effectivement assumer et défendre cette expertise. Ouais, bien intéressant en tout cas. Effectivement, on va l'aborder juste après. Flavie, je me permets juste, tu vois, tu as parlé d'organisation. Est-ce que tu recommandes, tu vois, un sac d'outils de base, tu vois, pour se lancer? Ouais, du coup, est-ce que tu accepterais peut-être de donner des types Ouais, effectivement. D'ailleurs, je vais vous mettre dans le chat après parce que moi, à force d'avoir poncé les outils, j'ai fait une liste avec mes 100 outils préférés, donc je la mets tout de suite après. Et attention aux outils, donc passez pas votre vie à essayer des nouveaux outils, ça c'est vraiment l'enfer sur terre. Vous êtes là, vous sautez d'un outil à un autre outil, à un autre outil, comme si ça allait sauver votre activité de freelance. Donc en gros, les outils, c'est utile, mais pas plus que ça. Moi, je préfère passer 2 heures à prospecter que 2 heures sur mon espace Notion, que personne ne va voir à part moi. Donc, attention, des fois, quand on commence, il y a un peu de procrastination sur les outils. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est là, on peaufine son site internet alors qu'il y a aucun trafic qui arrive dessus. Donc, moi, je dirais des outils no-code. Donc, ne vous engagez pas dans la création d'un site internet avec un développeur pour vos débuts en freelance. Ça sert à rien. Prenez des outils de création de site très faciles à prendre en main. Je vous en mettrai dans l'outil. Bien sûr, depuis qu'on s'est lancé, nous, il y a les intelligences artificielles qui peuvent vous aider. Donc, prenez le temps aussi de bien paramétrer certaines choses pour gagner en rapidité. Qu'est-ce que j'utilise aussi? Moi, j'utilise aussi Toggle pour traquer mon temps. Donc ça, je pense que c'est très important. C'est-à-dire, à chaque fois que vous faites quelque chose pour un client ou pour vous, traquez-le dans l'outil parce qu'à la fin, on perd la notion du temps en freelance et ça sera très utile de savoir où va votre temps, un peu comme un budget qu'on investit. Et si vous vous rendez compte que vous passez que du temps pour vos clients et 0 temps pour vous, c'est qu'il y a un problème. Si vous prospectez jamais, c'est qu'aussi peut-être vous mettez en risque votre chiffre d'affaires plus tard. Donc voilà, je vais tout de suite vous mettre la liste, comme ça sera plus clair et vous pourrez la télécharger quand vous voulez. Génial. Bah, écoutez, on est nickel en termes de timing du coup. Mais ouais, sur justement cet aspect plus trouver des clients, construire son écosystème. Enfin, si vous vous remémorez Flavie et Emilien, puis toi Quentin, si tu as des exemples aussi, bien sûr, je te laisse intervenir. Mais comment est-ce qu'on trouve sa première mission en freelance en fait? Comment ça se passe en général du coup? Flavie, si je te laisse. Donc t'es en Attends, train bouge de. pas, je mets juste le truc, voilà, hop. Et là, c'est bon, je suis tout à toi. T'as remarqué, j'étais sur les starting blocks, là, sur trouver un client, trouver un client. Classe, Ouais, ouais. elle attendait que ça. J'ai monté en intensité. Écoute, moi, effectivement, comme Emilien l'a dit, je pense qu'au début, il n'y a rien de plus prioritaire que trouver vos clients.
Donc, mon conseil, c'est qu'au début, on ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir faire comme offre et tout. Donc, vous dites oui à tout. C'est-à-dire que si vous avez des propositions, moi, je me rappelle mes premières missions, c'est n'importe quoi quand j'y repense. Donc, j'étais moi directrice commerciale dans les locations de voitures. J'ai dit oui à des missions de prospection pour l'industrie, l'infogérance. Je savais même pas ce que c'était. Enfin, des trucs complètement lunaires. Et j'ai dit oui. Et en fait, quelqu'un m'avait dit, et je pense que c'est un très bon conseil, quand tu es freelance, tu es payé pour apprendre. C'est-à-dire qu'en gros, on te paye. Tu vas faire la mission. Tu dis pas que tu sais si tu sais pas, mais en fait, aujourd'hui, on va se former. En parallèle, on va contacter un autre freelance, on va avoir de l'aide, on peut se former rapidement sur un domaine. Donc voilà, moi, j'ai dit oui à tout. J'avais des leads qui venaient au début des plateformes de freelance, comme par exemple Malte, parce que quand tu es nouveau sur ce genre de plateforme, je pense qu'ils t'envoient plus de leads au début. Donc, j'ai dit oui. Du coup, j'ai fait mes armes pour comprendre les prix, les négociations, etc. Deuxième conseil, à chaque mission client, augmentez vos prix. Donc, très graduellement. Par exemple, au début, tu es à 200. Le prochain client, tu te proposes 250. Ça passe, tu continues. 300, ça passe, tu continues. 350. Voilà, c'est plus facile d'augmenter de 50 € en 50 € que de doubler ses prix. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, et quand tu trouves tes premiers clients, il faut rapidement faire ce fameux cas client. C'est-à-dire que ça, moi, je ne l'ai pas fait au début. Je manquais de preuves sociales, c'est-à-dire d'éléments qui montraient de façon tangible que j'avais aidé un client à atteindre certains résultats. Donc, pour ça, c'est assez simple. J'avais enregistré un épisode du board là-dessus. Je vais essayer de vous le remettre. Mais il faut qu'à peu près en milieu de mission, quand ça se passe encore bien avec le client, que c'est encore la lune de miel et tout, parce qu'en fin de mission, il a moins besoin de vous, donc il s'en fout un peu plus de vous. Donc, en milieu de mission, quand c'est le top du top, et ben là, vous lui demandez un témoignage client, c'est-à-dire, voilà, c'était quoi la situation avant, quel résultat on a obtenu aujourd'hui, et vous enregistrez ça quelque part, et c'est ça que vous allez publier demain sur LinkedIn. Pas besoin de faire votre influenceur, mais plutôt, voilà, en disant, voilà, tel client qui avait tel problème, je l'ai aidé à faire ça, 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 ça. Si vous avez le même problème, je peux vous aider. Donc ça, c'est un format qui marche très, très bien en création de contenu pour trouver ses clients. Et tu l'as fait sur, enfin, si tu as systématisé ça en fait après avec tous tes clients, tu le demandes, certains acceptent, d'autres non. Enfin. C'est ça. Bah, si tu peux systématiser, c'est bien. Si déjà tu peux en avoir un ou deux comme ça, c'est pas mal. Et du coup, deuxième conseil aussi, gardez vraiment tous ces contacts clients. En fait, ces clients, les clients que vous allez servir en mission. Normalement, c'est plus facile de faire une deuxième mission avec le même client que de reprospecter un nouveau client. Donc ça, ça peut arriver très vite. Au bout de 3-4 clients, commencez à vous dire, bah tiens, est-ce que je pourrais pas refaire quelque chose pour ces clients? Il vous connaît déjà, il y a de la confiance, vous connaissez ses problèmes, sans doute, vous les avez pas tous résolus en une seule mission. Donc peut-être aussi ne pas penser que acquisition, parce que ça, c'est ce qu'on vous vend. Il faudrait toujours trouver des nouveaux clients. Et finalement, on se rend compte qu'avec les clients fidèles, ça peut aussi très, très bien fonctionner. Moi, je connais plein de freelances qui ont les mêmes clients depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Moi, mon vidéaste, moi, je suis sa cliente. On avait commencé par une toute petite vidéo. Maintenant, il me monte tous mes podcasts, moi, nouvelle émission, tout un tas de nouveaux formats. Pourquoi je changerais alors que, en fait, j'ai confiance en lui et en fait, j'ai pas envie de briefer une autre personne? Il y a un côté flemme chez le client qu'il faut pas sous-estimer. Et est-ce que tu comptes que sur ce côté flemme ou est-ce que ton ou ta vidéaste, je suis désolé, je sais pas comment c'était un homme ou une femme, mais du coup, a tenu le lien avec toi, tu vois, t'as invité à prendre un café, t'appelles de temps en temps, tu reçois des nouvelles de sa part ou d'une façon ou d'une autre. En fait, est-ce que tu conseilles aussi, je sais pas, de juste d'avoir, enfin, moi, dans ma tête, c'est un CRM où je me dis, bon, bah, tous les 3 mois, je sais qu'avec mes 3-4 clients un peu pépites, je veux faire un déj ou je veux prendre un café ou un call, quoi, enfin un appel, quoi, du coup. Ouais. Ah ben ça, c'est sûr. Normalement, quand tu es freelance, tu as beaucoup plus de temps. Tu n'as pas des clients à la chaîne. Vous n'avez pas 100 clients par semaine à traiter. Donc, vous avez une relation beaucoup plus individualisée. Moi, je considère vraiment aussi, deuxième conseil, ou je sais pas combien j'en suis, mais mes clients, c'est mes partenaires. On est pairs. C'est-à-dire, c'est pas... ah, mon cher client, s'il vous plaît, ayez bien l'obligeance de m'accepter, machin. C'est pas mon manager. On a encore changé de mindset par rapport au salariat. Je vais vraiment lui donner des conseils, quoi, spontanément. Je suis son business partner, je vais l'aider. Alors moi, c'était générer plus de chiffre d'affaires, mais vous, ce sera peut-être réduire ses charges, accélérer la création de son site, que sais-je. Et en fait, quand vous vous mettez dans une posture d'égal à égal, ça change tout aussi dans la négociation.
Le client va plus vous respecter et il y aura moins ce côté parent-enfant de est-ce qu'il va vous accepter et tout. C'est très négatif. Je peux rebondir là-dessus. Voilà, je compte plus, mais bon, j'ai accompagné quelques milliers de personnes maintenant à se lancer au sens large, que ce soit via une asso ou via Super Indep. Et c'est un des trucs qui revient le plus, en fait. C'est d'ailleurs ce qui permet de changer de mindset, c'est vraiment le changement de rapport entre les personnes pour qui vous travaillez et vous. Vous êtes plus salarié et vous allez voir que ça change complètement la relation. Et d'ailleurs, c'est des trucs qui sont très frustrants pour les salariés, que peut-être vous avez connu si vous étiez salarié. Comme par hasard, quand il y a un externe freelance qui arrive, tout le monde l'écoute. Genre, le mec, c'est Dieu, ou la nana, voilà, parce que, alors qu'en fait, elle fait la même chose que vous, et juste, elle est à son compte. Et ça, c'est quand même une dinguerie, mais c'est super important parce qu'effectivement, ça joue énormément. Et d'ailleurs, en complément de ça, justement, parce qu'on parle de trouver sa première mission, il y a un conseil qui est souvent donné et que je trouve justement à double tranchant, c'est du coup de faire ta première mission avec éventuellement ton ancien patron. Parce que peut-être, voilà, tu bossais dans une boîte et c'est vrai que ça peut faciliter parce que du coup, tu as tout de suite la relation, tu connais le poste, tu connais le job, machin. Donc, c'est hyper rassurant. Je comprends qu'on puisse se laisser tenter par ça et il peut y avoir des bonnes raisons de le faire, mais pour moi, le principal problème, c'est ce que tu viens de dire là, c'est que du coup, c'est très difficile de changer de relation. Si tu as bossé avec quelqu'un pendant 10 ans qui était ton patron, du jour au lendemain, pour que ça devienne ton père, c'est un peu compliqué. Et même, j'irai en tout cas plus loin que ça, parce que là, on en parle peu, on fait genre le freelancing, c'est génial, c'est fantastique et tout. Il y a aussi des abus liés au freelancing, dans l'autre sens. Des boîtes qui essayent d'abuser des freelances et d'en tirer des bénéfices simplement pour pouvoir les dégager quand ils veulent et payer moins de cotisations. Et le truc, c'est que ces gens-là, justement, ils ont souvent des très mauvaises pratiques qui sont en fait complètement illégales. Et il faut savoir que quand vous êtes freelance, notamment, en plus de ce changement de mindset, il y a aussi de toute façon un côté légal. En fait, on n'a pas le droit de vous donner d'ordre. On n'a même pas le droit de vous convoquer à une réunion, concrètement. En général, si on vous demande d'y aller, c'est plus sympa d'y aller, parce que c'est une bonne raison de se faire payer. Mais concrètement, et ils ont pas, s'ils vous disent, faut venir à 8h30, que vous dites, non, je suis pas dispo, ils ont absolument rien à dire. Ils ne peuvent pas vous contraindre à quoi que ce soit. Et ça, c'est quand même et pareil pour tout ce qui est télétravail, etc. En vérité, normalement, ils ne peuvent pas vous contraindre. Alors, ça peut faire partie de la négociation et ça veut pas dire qu'il faut pas être souple là-dessus. Mais il faut savoir que voilà, c'est souvent des patterns et notamment les boîtes qui souvent essayent d'abuser du statut de freelance, souvent ce dark pattern de vouloir vous donner tout un tas d'ordres, etc. Alors que vous verrez que les clients qui vraiment vous font confiance, que ce soit sur l'aspect organisationnel ou production, eux, en fait, ils s'en fichent un peu de où et quand vous travaillez, quoi. Du coup, je me permets, il faut bien qu'on parle en français. Dark pattern, donc c'est un modèle, un mauvais modèle, quoi, du coup, toxique, disons, ouais, du coup. Et ouais, super intéressant tout ça. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, Flavie, aussi, si on revient sur cet aspect développement et trouver des clients, tout ça, je trouve ça génial là ce que tu dis de l'aspect conseil. Je lui donne des conseils, donc ce changement de rapport, d'état d'esprit finalement. Est-ce que ça, tu as aussi quelque chose, enfin, ou quand tu étais indépendante, enfin bon, quand tu as des clients, quoi, du coup, tu te dis, bon, je sais que j'ai une petite liste il faut que je lui donne des conseils, 2-3 conseils qui lui donnent des idées sur des prochaines missions qu'il pourrait me donner, en fait. Du coup, j'ai l'impression, enfin, moi, c'est ça que ça a éveillé quand tu as dit ça, en fait. Je me suis dit, putain, mais en fait, c'est un pur moyen pour lui faire se dire, putain, mais ouais, il faut qu'on développe ça. Et puis, du coup, il se dit, bon, c'est elle qui m'en a parlé, je le fais avec elle, quoi, du coup. C'est une super façon de prospecter. Il y a la question aussi, comment on fait pour prospecter au début. Moi, en fait, quand je prospecte des gens, je prospecte encore, d'ailleurs, des sponsors, par exemple. Je fais un petit clin d'œil à Emilien, parce qu'on avait bossé ensemble. Comment je fais? Je leur donne des idées. Je leur dis, tiens, Emilien, sur la micro-entreprise, je sais pas, j'en sais rien, moi, t'as pas parlé de tel sujet, on pourrait en parler dans le board, on pourrait faire un épisode ensemble. Donc, tu vois, c'est ça, c'est planter la petite graine. Parce qu'en fait, les gens les plus précieux, c'est ceux qui vous donnent des idées. Ça vous donne tout de suite confiance. Et rassurez-vous, des idées, vous pouvez leur donner, parce que de toute façon, sans vous, ils n'auront pas le temps de les implémenter. Donc voilà, vous vous positionnez en personne de confiance. Et je vais rajouter un dernier truc, parce que je trouve qu'on n'a pas parlé assez de chiffres pour mon ancienne casquette de directrice commerciale. En fait, la prospection, les clients, etc., c'est un jeu de nombres. Donc, vous prenez votre chiffre d'affaires idéal. Mettons que vous voulez faire 80 000 euros ou 50 000 euros. Vous le divisez par votre taux journalier moyen. D'accord ? Donc, par exemple, je sais pas moi, je prends 50 000 euros divisé par 500 euros la journée parce que vous avez vu que c'est quelque chose que vous pouvez vendre à ce prix-là, votre prestation, par exemple, de designer. Ça fait 100 jours à vendre, d'accord ? Donc, vous dites, 100 jours à vendre, un client va me prendre, par exemple, un jour par semaine.
Donc voilà, donc ça veut dire que j'ai à peu près 2 clients à trouver pour faire mon objectif, d'accord? Et quand on passe de l'émotionnel à j'ai pas de clients, non, 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 à un chiffre concret, putain, j'ai 2 clients à trouver, ça va, je vais les trouver. En fait, ça permet de se reconcentrer et de se dire, OK, pour trouver 2 clients, qu'est-ce que je dois faire? Et là, il y a des chiffres qui existent, ça s'appelle les chiffres de conversion en B2B, notamment dans les fameux entonnoirs de vente. Ouais. Et donc, en gros, vous savez que il faut à peu près 20% des clients que vous allez voir en rendez-vous vont vous accepter votre prix, votre offre. Donc, si je prends 2 clients et je divise par 20%, 2 divisé par 0,20, ça veut dire qu'il faut que je rencontre 10 clients en rendez-vous client. D'accord? Donc, et après, c'est beaucoup plus facile de se canaliser et de se fixer des objectifs. Donc, ma seule priorité jusqu'à ce que j'ai mes 2 clients, c'est de contacter suffisamment de personnes pour obtenir ces 10 rendez-vous. Et quand je les aurai, même si les 8 premiers me disent non, c'est sûr qu'il y en aura dans le tas 2 qui vont me dire oui. Ouais. Trop cool. Bah ça, je me permets d'intervenir parce que, enfin, donc je suis entrepreneur finalement. Moi aussi, j'ai jamais été indépendant, mais je me suis occupé de développement commercial de Neokaino à l'époque et ma formation, c'est d'être ingénieur personnellement. Et je me suis rendu compte que la vente, enfin, c'était des maths quoi en fait. Enfin, et tout ce que tu exprimes là, je l'ai vécu de me dire, mais je me souviens que j'avais un tableau dans le bureau des commerciaux Neokaino avec vraiment une équation, quoi. Je disais bon bah pour faire ce nombre de clients, enfin ce chiffre d'affaires d'ailleurs parce que leur commission était calculée là-dessus. Il faut que vous ayez vendu ça en termes de transformation en service. Et donc, pour avoir transformé en service, il faut avoir fait ça en conseil. Et pour avoir fait ça en conseil, il faut avoir... Et donc, il y avait une équation qui disait, bon, bah, si tu passes ce nombre de coups de fil, tu vas faire ce nombre de conversations, ce nombre de propositions, ce nombre de ventes et ce nombre de transformations en service, quoi. Et vraiment, ça, je trouvais que c'était, comme tu le dis, quoi, sérénisant. Ça remettait les choses en mode, bon, bah, j'ai rationalisé les choses et maintenant, je sais qu'il faut que j'exécute, qu'en fait. Enfin, tout à l'heure, vous l'avez aussi partagé, là, cet aspect d'être dans l'action et d'exécuter, quoi. Moi, je trouve qu'il y a une prime à ceux qui font 10 plutôt que 1. Du coup, bah, celui qui passe 10 coups de fil plutôt que 1, bon, bah, il va aller plus vite, quoi, finalement. L'autre Ça, peut y arriver aussi, mais finalement, c'est... ça veut dire que ceux qui sont dans le chat, si je vous croise demain, là, à Nantes ou ailleurs, et que je vous dis, c'est quoi combien tu dois signer de clients jusqu'à la fin de l'année, vous devez être capable de me donner un nombre aussi, un chiffre. Ouais. Parce qu'il y a trop de freelances qui savent pas leurs objectifs, ils se laissent un peu porter. Bah non, 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 faut pas se laisser porter. Vous devez au moins atteindre ce chiffre-là et après vous laissez porter pour le bonus, les bonnes surprises. Le client qui vous dit, ah bah tiens, j'ai entendu parler de toi par machin, par un tel. Mais avant, je consoliderai au moins cet objectif de départ, quoi. Ouais. Il y a ça, et donc sur la transition, il y a une question de Asatou, du coup, qui dit comment bien aborder des prospects sans faire trop forceur. Ça a été aussi une déconstruction dans ma tête d'ingénieur, disons, qui passait des coups de fil et je me disais, moi, je vais le déranger, c'est incroyable, il me répond, il me répond et tout. Et du coup, et j'ai eu une bonne épiphanie. Et je pense qu'Emilien, tu as plein de choses à nous raconter là-dessus, sur le fait de dire, mais enfin, vous apportez de la valeur aux gens, quoi, en fait. Enfin, est-ce que tu peux nous partager le changement d'état d'esprit qu'on doit faire aussi sur la vente, en fait, à ce niveau-là? Ouais, bah là-dessus, effectivement, moi je suis vraiment l'archétype parce que je viens du monde de la tech. Je sais pas s'il y en a beaucoup dans le chat, mais dans le monde de la tech, on déteste vendre en fait. Enfin, c'est même pas qu'on déteste vendre, c'est qu'on déteste la vente au sens large. Tu vois, le marketing pour nous c'est le diable, c'est l'ennemi, c'est ceux qui te mettent la pression pour sortir des produits qui sont pas finis, alors que toi tu veux prendre tout ton temps pour faire ton œuvre d'art dans ton coin. Bref, et donc vraiment, je pense que le point qui a tout changé pour moi, et je pense et qui est vraiment le truc à faire, c'est sortir de votre zone de confort. Voilà, on le répète toujours beaucoup, mais vraiment, moi je trouve que c'est le point le plus important. En fait, faites-vous peur jusqu'à ce que ça vous fasse plus peur. Moi, au début, j'aimais pas du tout parler devant un public. Voilà. Et je pensais pas que j'aurais besoin de le faire un jour. Et maintenant, j'adore ça. Moi, au début, je détestais LinkedIn. Et maintenant, je publie tous les jours dessus et je me fais plaisir et je me fais plein de nouveaux copains et copines grâce à LinkedIn. Donc, en fait, ayez l'esprit ouvert, sortez de votre zone de confort, allez, voilà, essayez de varier aussi les choses. Par exemple, on reparlera aussi un peu de networking après et de la vie de Flavie sur le sujet. Mais en gros, quand même, allez rencontrer des gens qui font la même chose que vous. Vous avez sans doute plein de choses à échanger avec eux. Et n'hésitez pas aussi à aller des soirées où vous êtes peut-être moins à l'aise. Voilà, c'est si vous faites régulièrement peut-être des soirées, je sais pas, si vous êtes
justement dans le dev, vous avez peut-être l'habitude de faire des soirées avec des devs, et ben pour une fois, sortez un peu de votre zone de confort et allez faire une soirée peut-être plus avec justement des entrepreneurs, des vendeurs, peut-être des community managers, je sais pas. Donc sortez-vous, dites-vous en fait que vous n'êtes pas défini par ce que vous ressentez mais juste parce que vous allez faire et vous pouvez tout faire. Voilà, gardez ça à l'esprit, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout essayer. Des fois, ça va bien se passer, des fois, ça va mal se passer, mais si vous gardez l'esprit ouvert, il y a plein de choses où franchement, vous allez vous dire, putain, ça me faisait peur, mais en fait, finalement, c'est pas si mal que ça, et voir, pourquoi pas, effectivement, y prendre plaisir. Et on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai que, en fait, vendre, c'est comme tout, ça s'apprend. Et oui, on a tous en tête le cliché, effectivement, t'en parlais un peu Camille, mais voilà, du commercial lourd qui met le pied dans la porte, qui te pose 20 fois la même question, qui écoute même pas quand tu lui parles. Mais en fait, c'est vous qui vendez, donc ayez un marketing à votre image, et vendez comme vous avez envie de vendre. Mais vendez par contre. Dites-vous que ça fait effectivement partie des choses à faire. Et qu'il n'y a aucune raison d'avoir honte. Moi, aujourd'hui, je considère sincèrement qu'on rend un vrai service aux clients de Super Indep. Et quand je dis qu'on leur fait gagner de l'argent, je le pense sincèrement. C'est pas, voilà, vous viendrez ou vous viendrez pas. Je vous rassure, on est rentable, on est content, tout va bien. Ça se passera bien dans tous les cas pour nous. Mais juste, voilà, on est fiers de ce qu'on fait, on est content de ce qu'on fait. Et à partir du moment où tu pars de là, ça peut que bien se passer. Tu parles de ce que tu fais, tu expliques ta plus-value. Il n'y a aucune raison de sous-évaluer. Ça, c'est vraiment un des points. On a parlé du prix tout à l'heure, de sous-évaluer ce que tu fais ou de le sous-vendre. Et c'est vraiment une erreur qu'on fait au début et qu'on a tous fait. Voilà, je vous ai parlé des prix et je me la suis pété en disant ouais, moi je me vendais vachement cher. Je vous rassure, quand je me suis lancé, je me suis vendu 250 € par jour, c'est-à-dire 2 fois moins cher que tous les gens de mon âge qui se lançaient sur ce marché-là, parce que comme tout le monde, je flippais, j'avais peur de pas être pris, j'étais pas sûr de moi, etc. Mais voilà, donc encore une fois, sortez de votre zone de confort et vous allez voir que ce fameux cercle vertueux, il va encore fonctionner parce que vous allez découvrir des choses, vous allez découvrir des gens et vous allez monter en compétence sur des choses qui peut-être vous faisaient peur, mais qui sont juste indispensables effectivement pour votre activité. Et Emilien, je rebondis juste parce que je sais qu'on est short après en timing, mais juste posez des questions quand vous faites un call client, ne pitchez pas direct, posez plein de questions. Donc moi, les questions que j'adore, c'est quels sont vos objectifs cette année ? Donc, par exemple, quels sont vos objectifs marketing cette année ? Point. Je me tais, j'écoute. Et vous taisez, parce que le silence dans la vente, c'est fondamental. Et après, vous n'avez plus qu'à faire comme au judo, là, prendre la force de l'adversaire pour le retourner. Vous dites, puisque votre objectif, c'est trouver des clients freelance, en fait, le board, c'est le premier podcast pour les freelances, donc ça serait bien qu'on fasse un épisode ensemble. Point. J'ai pas besoin de vendre, en fait. Je prends juste l'objectif de la personne et j'appuie dessus en disant que c'est justement ce que j'aide à faire. Voilà. Parenthèse refermée. Yes, non, c'est super conseil sur la vente. Je pense que c'est un sujet, sur lequel tous ceux qui se lancent, qui créent des entreprises, on est même. Au final, ceux qui font des écoles de commerce sont pas forcément formés à la vente, au final, du coup. Donc, au final, sur le terrain, quand il faut passer des appels, mais effectivement, découvrir le problème, dire j'ai la solution, poum, c'est ce qui fait que ça bascule, du coup. Et oui, effectivement, on est un peu short. Il nous reste 2 minutes. Quentin, Flavie, si vous voulez, je pense que c'est le combat de catch de la fin. Du coup, bon, peut-être pas de catch, mais en tout cas, sur l'aspect de ne pas rester seul. Vous êtes quand même l'un et l'autre avec de la matière sur ces sujets-là, quoi. Du coup, pour vous, tu en as parlé tout à l'heure, Quentin. Un bon entourage, en fait, qu'est-ce que c'est pour réussir en tant qu'indépendant? Et du coup, si vous pouvez faire le plus rapide possible, s'il vous plaît, ce serait top. Tout à fait. Oui, c'est important de s'entourer quand on est indépendant. Il y a plusieurs types d'entourage. Premièrement, s'entourer de pairs, de personnes qui sont comme vous, qui sont indépendants, même secteur d'activité, autre secteur d'activité, peu importe, mais des personnes qui sont confrontées aux mêmes enjeux que vous. Ça vous permettra de tout simplement de vous tirer mutuellement vers le haut, d'avoir des retours d'expérience, d'échanger sur vos galères, vos doutes, mais aussi vos succès. Donc, ça permet de relativiser, prendre du recul sur votre situation. Ensuite, c'est important de s'entourer d'experts. Par expert, j'entends un partenaire de gestion administrative, un bon comptable, un conseiller en protection sociale, des partenaires de confiance à qui vous pouvez déléguer concrètement une partie de votre administratif notamment, ou de choses qui ne sont pas relatives à votre cœur de métier. Et enfin, l'entourage, ça va être aussi la famille, les amis. Pas hésiter à expliquer à vos proches ce que vous vivez, solliciter leur aide quand c'est nécessaire, et avoir aussi des points de vue de personnes qui ne sont pas indépendantes sur des situations où peut-être vous seriez
en tunnel vision sur le fonctionnement que vous avez appris en tant qu'indépendant, mais qui ne serait pas forcément nécessaire pour débloquer une situation dans laquelle vous êtes. Et enfin, le dernier aspect qui peut être fondamental aussi, c'est le soutien psychologique et la santé mentale. Lorsqu'on est indépendant, on est parfois solitaire, on ressent de la solitude. Quand on a du mal à trouver une mission, ça peut être un peu la traversée du désert, ça amène du stress, de la charge mentale. Donc, pensez bien à vous entourer, d'avoir un bon soutien psychologique. Ça peut être par des proches, mais aussi des professionnels de santé. Par exemple, chez Alan, on a des programmes de prévention sur du soutien psychologique. On a des psychologues qui sont à disposition de nos membres en permanence pour répondre à ce genre de questions. Et c'est primordial de mettre l'accent sur la santé et l'entourage pour pouvoir tout simplement bien se développer et réussir dans son activité. Trop cool. Et Flavie, toi, tu as aussi, pour le coup, cet aspect communautaire et puis réseau. Ah ben non, mais plus simple, parce que moi, j'ai tout appris du freelancing avec des potes freelance plus expérimentés que moi. Ok. Donc, allô, merde, j'ai ce client là, faut que je fasse un devis, comment on fait? Donc, c'est hyper important. C'est pas pour rien que moi, le board, c'est hyper communautaire. J'ai créé l'incubateur solopreneur. On est 200 dedans, donc c'est vraiment une communauté de gens qui nous ressemblent, ça fait du bien. Le seul truc que je voulais un peu nuancer, c'est, je trouve qu'on joue beaucoup, les marques jouent beaucoup sur la solitude de l'entrepreneur, pour nous vendre tout un tas de trucs. Et en fait, la solitude, c'est une force aussi. Moi, je suis solopreneur, j'ai pas d'associé. Ça m'empêche pas de savoir prendre des bonnes décisions par moi-même. Donc, faut pas non plus, quand vous qui vous lancez, passer genre 90% de votre temps en formation et en networking, aller au truc de la CCI. En plus, il y a plein de trucs de networking qui servent à rien quand vous êtes freelance. Tout à l'heure, j'ai vu passer dans le chat, j'ai plus appris ici en 1 heure que en je sais pas combien de réunions. Voilà. BNI, CCI, bon, j'ai rien contre eux, mais ils comprennent rien en freelancing. Ça se balance quand même. Donc, faut aller à des meet-ups de freelance ou alors à des réunions où il y a vos clients cibles. Par exemple, vous visez des DRH, vous allez à l'événement où il y a les DRH. Et là, comme ça, vous pouvez les rencontrer. Tous les autres trucs de networking, je pense que ça sert à rien au début, c'est une perte de temps. Tant que vous n'êtes pas full en clients, vaut mieux bosser sur votre business, prospecter des clients, quoi. Voilà. Trop cool. Bon, super. Bon, on est bien au niveau timing. Je vous dis un mot juste sur le fait, avant qu'on réponde aux questions, je vous laisse un peu de temps pour aller dans l'onglet questions, voter sur celles qui sont les plus intéressantes à vos yeux. Merci beaucoup tous les trois d'avoir répondu déjà à pas mal de questions. J'ai vu que vous avez été super productifs là pendant les moments où vous étiez à moins répondre. Et, trop chouette. Mais ouais, si vous allez dans l'onglet questions, vous pouvez aller voter sur celles qui sont les plus intéressantes. Et avant peut-être de passer à cette partie questions, je vous mets le lien vers le questionnaire de satisfaction qui va vous permettre donc plusieurs choses, de nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire, si on avait le sourire, l'énergie, que les réponses étaient pleines de valeur, s'il y a des sujets qui vous intéressent, qu'on traite, qu'on réinvite Flavie, Emilien, Quentin. Vous pourrez prendre contact avec eux, vous aurez accès à une page avec les offres des partenaires, le lien vers les sites, que ce soit du board, de Alan, de Super Indep. Et vous recevrez lundi, du coup, un récap de la table ronde et de toutes les tables rondes de la journée, donc avec les points qui ont été abordés en mode synthétique. Du coup. Top, si vous pouvez prendre le temps, vraiment, ça nous aide beaucoup aussi côté Folie Web pour comprendre ce qu'on doit continuer à faire, le faire plus, mieux, plus souvent, et puis ce qu'il faut qu'on modifie, ce qu'on ajuste de notre côté. Top ainsi, et du coup, si vous êtes OK, les amis, je prends les questions qui ont été votées et sur lesquelles vous n'avez pas porté de réponse, du coup. Mais des choses, je les prends un peu à brûle pour point et puis on y va. Hein. Vous passez. Ouais, même si on a apporté des réponses, si ça a été très voté, on peut en reparler. Hein. Ouais, on peut en reparler. Alors du coup, celle qui est, comment on se démarque comme freelance débutant par rapport aux autres au réseau, tous ceux qui sont déjà là et qui sont expérimentés, du coup, quels sont donc Emilien, toi tu te dis assume ta position, teste des niches pour te différencier au début. Flavie, peut-être est-ce que tu peux compléter? Faut pas avoir de complexe, hein, parce qu'il y a des freelances expérimentés mais qui parlent jamais d'eux et tout. Ils sont pas forcément meilleurs que vous déjà. Enfin, je suis désolée de mettre les pieds dans le plat, mais je veux dire, c'est comme l'expérience entre un salarié, ça fait 40 ans qu'il est dans la même boîte et vous venez d'arriver, vous pouvez être performant quand même. Et après, je pense que oui, faut penser niche, c'est-à-dire offre. Par exemple, moi au début, j'étais directrice commerciale externalisée. J'ai fait le même métier que ce que je faisais avant, mais c'était pas top parce que j'étais comparée avec des gens plus jeunes, moins chers. On me disait tout le temps que j'étais trop chère. Et après, j'ai choisi une de mes compétences que j'ai vu que celle-là, personne d'autre savait la faire. C'était animer des webinaires pour trouver des clients B2B grands comptes. Et comme moi, j'étais podcasteuse, c'était facile pour moi. Mais comment j'ai trouvé ça? C'est en faisant plein de missions. Donc
d'abord, vous êtes en concurrence avec plein d'autres, vous prenez ce que vous avez à prendre et après, là, vous vous différenciez et vous testez plusieurs niches, comme tu disais, Emilien, parce que ça marche pas toujours du premier coup. On a parfois une bonne idée et en fait, le client n'achète pas. Donc, si vous voyez pas d'achat, ça veut dire que votre idée, elle est pas si bonne, vous changez d'idée. Ça bien chouette, du coup, bon, en tout cas, pour avoir quelques personnes au téléphone aussi, d'échanger avec les personnes qu'on vise, quoi, finalement, les écouter, quoi. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une vertu aussi à aller prendre des cafés avec ses prospects, quoi, finalement, en fait, de les faire parler et de noter les termes qu'ils utilisent, enfin, les douleurs qu'ils ressentent, quoi, finalement. Mais ouais, bien d'accord. Et j'ai une petite suggestion, je voulais la faire tout à l'heure, mais moi, il y a un truc qui m'a aidé à être une meilleure freelance aussi, à comprendre ce que ça faisait côté client. C'est tout simplement d'acheter un freelance pour moi. En fait, c'est con, mais il y a plein de freelances qui se lancent en freelance, ils n'ont jamais fait travailler un autre freelance. Et quand tu fais bosser un autre freelance, alors là, je peux te dire que tu vois tout de suite ce qui va ou ce qui va pas. Genre le freelance pas fiable, le freelance qui te rend les trucs en retard et tout. Ces trucs. Moi, j'ai un autre exemple encore plus simple. Hein, si vous bossez avec des artisans, parce que vous avez besoin de faire des travaux à la maison, vous voyez exactement ce que c'est que de devoir acheter une compétence. T'as raison. Et si vous l'avez déjà fait, je pense que vous avez tous noté que en fait, vous préférez payer plus cher quelqu'un de fiable qui va finir dans les temps et avec du travail de qualité, plutôt que quelqu'un qui va repousser en permanence, qui va pas vous répondre au téléphone et qui à la fin va pas faire un bon boulot. Donc c'est exactement la même chose. Excellent. Une analogie de grande qualité, du coup. On est tous artisans finalement, au final, top. Merci beaucoup. Il y a Alicia qui demande du coup quels sont les principaux pièges à éviter quand on se lance un indépendant. Là-dessus, donc répondez à l'enquête de satisfaction, vous allez recevoir le récap et puis là pour le coup on aura, Emilia qui a répondu rapidement du coup et après dans ce récap vous aurez vraiment tout. Et sur les aspects admin en particulier, j'ai vu qu'Emilien tu l'avais mis dans le chat, mais il y a Super Indep qui fait une offre pour les 48 heures qui viennent là du coup avec une création d'entreprise à 1 euro. Donc c'est ça, sachant que en fait l'idée c'est de proposer une offre de création en ligne, c'est-à-dire que on est bien placé pour savoir qu'au début tu sais t'as pas forcément beaucoup de visibilité sur ton activité, etc. Donc prendre tout de suite un accompagnement à 19 euros ça peut être compliqué. Donc l'idée c'est une offre à 15 euros TTC qui là pour le coup est à 1 euro TTC, donc normalement vous avez les moyens d'investir ce montant-là pour vous lancer. Et l'idée c'est que du coup vous avez la création en ligne automatique, vous avez le logiciel de facturation et vous avez une petite formation sur la micro justement notamment pour expliquer tous les termes là que j'ai pu utiliser, versement libératoire, ACRE, TVA, etc. On explique tout ça en détail, donc c'est vraiment une façon vraiment pour sécuriser le démarrage. Et ça, c'est pour une micro-entreprise, du coup, Emilien. Et ce n'est que pour les micro-entreprises, par contre, effectivement, on le répète. Trop bien. Nickel, du coup, merci pour ça. Et du coup, une question qui concerne LinkedIn, on en a un peu parlé, du coup, donc qui est assez, vu qu'on redescend un petit peu dans l'opérationnel et quelque chose d'un peu plus micro, mais donc Alissa qui dit, on entend beaucoup parler de LinkedIn, est-ce que c'est vraiment indispensable pour développer son profil avant de se lancer? Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit pour faire de la com? Je sais pas qui est-ce qui veut se lancer. Mais allez, j'y vais parce que c'est mon sujet du moment. Là, on a organisé un challenge LinkedIn pour les freelances, pour aider les freelances à trouver des clients là dans l'incubateur solopreneur. Donc, je suis en plein dedans. Et il faut pas faire l'influenceur. Ça sert à rien de montrer une photo de vous sur la plage, de raconter votre life. Les clients, ils s'en foutent. Ce qu'il faut, c'est parler des problèmes de votre client, publier des cas clients. Et pourquoi LinkedIn, c'est génial en fait par rapport à d'autres réseaux sociaux, c'est que vous avez le vrai nom des clients, vous avez leur métier. Et vous pouvez les contacter en message privé, même si vous n'avez pas leur mail. Donc, en fait, ça en fait vraiment le meilleur réseau social pour prospecter des clients. Après, par contre, bien sûr, si ta cible n'est pas sur LinkedIn, tu peux choisir un autre réseau. Mais les autres réseaux, c'est moins simple. Il y a des pseudos, c'est anonyme, on peut pas contacter les gens en message privé, c'est chiant. LinkedIn, c'est quand même très, très efficace. Et même à défaut d'être très actif, faites-vous au moins un profil optimisé où on comprend ce que vous faites. Parce que franchement, il y a plein de profils, on comprend même pas ce que les gens font. Où on a un lien pour prendre rendez-vous avec vous et acheter vos services, et où il y a 2-3 posts en sélection de profils qui sont clean, qui sont propres, votre portfolio avec vos missions clients, votre prix ou votre offre, bref, un truc vraiment comme un peu un site vitrine. Et beaucoup de freelances, en fait, n'ont même pas de site, ils ont juste leur profil LinkedIn optimisé, ça peut être tout à fait suffisant au démarrage, je trouve. Trop bien. Mais pour info, il y a un webinaire, pardon. Ouais, non, juste, je nuancerais juste un tout petit peu ça sur le fait que suivant votre cible, en effet, peut-être que d'autres réseaux, LinkedIn, ça reste quand même très B2B, ça reste un très bon réseau et notamment le côté non anonyme, effectivement. Mais en effet, si vous faites quelque chose de très visuel et très grand public, peut-être que Insta, typiquement, sera plus adapté. Mais je pense en effet qu'il y aura d'autres webinaires plus adaptés pour parler vraiment de l'aspect réseaux sociaux et comment se vendre en ligne.
Ouais, exactement. En tout cas, bien d'accord sur ces sujets, enfin sur ces points-là, ouais, du coup, de se dire, bah, où sont mes prospects, mes clients, de choisir en fonction de ça, quoi, du coup. C'est un peu ce qu'on se disait, hein, une feuille blanche, un crayon, de se dire, bah, à qui est-ce que je veux m'adresser, combien je vais en trouver, et est-ce que LinkedIn est le bon levier, le bon outil, sinon, est-ce que c'est Instagram, est-ce que c'est X, Y, Z. Et effectivement, sur LinkedIn en particulier, il y a un webinaire aujourd'hui, là, du coup, sur ce sujet-là, ouais, du coup. Il y a une question sur, pareil, donc, sur des choses, ouais, je dis un mot sur une question de Johanna qui demande quelle offre mutuelle est la plus adaptée quand on se lance en indépendant en travaillant de chez soi sans contact physique avec les clients. Pareil, j'ai vu que Quentin t'avait posté le lien vers l'offre Alan. Bah, j'imagine que le mieux c'est d'en discuter directement avec vous. Et je sais pas si tu as une C'est réponse ça. rapide Oui, sur ça. Ouais. n'hésitez pas à aller sur notre site et demander une demande de rappel. Comme ça, moi ou un de mes collègues, on pourra vous rappeler et regarder directement en fonction de vos besoins l'offre la plus adaptée. C'est un peu du sur-mesure. Alors, on a 3 offres pour les indépendants, mais le but, c'est de vous orienter vers l'offre qui sera la plus adaptée. Trop bien. Merci Quentin. Il y a une question qui, je pense, enfin, je fais un petit bundle, un petit pack avec d'autres questions, mais est-ce qu'il faut prévoir un contrat de prestation, un document écrit sur les tâches à accomplir, le temps à y consacrer, le coût pour chaque client? Moi, je pense que non, hein, du coup, mais bon, c'est vous qui voyez. Ah ouais. Non, Moi, je suis pas un bien sûr, je modèle, pense mais que oui. j'allais me cacher les yeux parce que moi, je suis nulle en contrat, j'en fais pas et tout. Mais en gros, je pense qu'il faut au moins. Moi, je le mets sur ma facture. Je mets Ok. liste des livrables prévus sur ma facture, comme ça, on est d'accord, les dates et ce qui doit être livré. Après, moi, j'irai pas dans non plus trop de détails, trop chiants, etc. Parce que du coup, il n'y a pas de lien de subordination. T'en parlais tout à l'heure, Emilien. Et puis le temps perdu aussi en admin. Mais bon, je laisse Emilien, peut-être, tu es plus cadré que Ah, moi c'est sur tes intéressant. Ouais, missions. je pensais que ce serait moins nuancé que ça, du coup, ouais, c'est marrant. Ouais, Ok, alors du coup. non, pour le coup, en tout cas, ma recommandation là-dessus, c'est fait toujours hyper simple. Voilà, dans la mesure du possible. Moi, par exemple, j'avais un contrat d'une page. Voilà, c'était une page et je comprenais tout ce qu'il y avait écrit dedans. Et ça m'allait très bien. Je l'avais fait valider une fois par un avocat et après, on n'en parle plus. Sinon, très souvent, de toute façon, quand vous travaillez avec des grands groupes, ils vous imposent potentiellement des contrats de prestation. Juste vérifier les clauses là-dedans. Il y a souvent notamment des clauses de non-concurrence qui sont complètement illégales. Donc faites juste attention à ces points-là. Mais voilà. Donc en gros, mon conseil, c'est garder les choses simples et n'hésitez pas à contester des contrats qu'on vous propose, puisque ça reste une négociation et que vous pouvez tout à fait faire sauter ou modifier des clauses. Génial. Et peut-être une question complémentaire, il y a des gens qui demandaient s'il y avait des modèles de doc, enfin de contrats, enfin de différentes enfin, des outils qu'on peut avoir. Vous, quand Flavie, tu disais je m'adressais à des freelances enfin ouais, des indépendants qui existaient déjà. Est-ce que c'est le genre de choses que tu t'es autorisé à leur demander, quoi, justement, en fait, de partager Bah, des contrats, enfin ça, je pas pense qu'il faut faire gaffe parce que ça doit s'adapter à ta situation et tout. Moi, là, je leur demandais plus des techniques commerciales, tu vois, des attitudes. Après, sur les trucs juridiques ou comptables, tu peux leur poser la question, mais c'est toujours mieux de demander à un professionnel parce que parfois, ta situation n'est pas celle de ton pote. Typiquement, dans ton foyer fiscal, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as des enfants, pas d'enfants? Enfin, franchement, ça peut être très variable. Donc, faut pas non plus faire que tu sais, du je bouche à l'apprends. oreille de on se passe les petites recettes de grand-mère parce que des fois, les recettes de grand-mère, elles marchent pas pour ta situation. Ouais, ouais. Non, bah, très clair. Et du coup, bah, c'est Aurore qui demandait ça. Est-ce qu'on pouvait trouver des exemples de contrats, mais ça vaut le coup de s'adresser à des pros, quoi, du coup, effectivement, pour le faire. Ouais. Super. Après, donc, toulouloum, il y avait des questions ouais, sur les différences de statut. Enfin, non, est-ce que donc la différence entre indépendant, freelance, micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, Emilien, si tu peux, enfin, Oui, bah, t'as un la réponse est exemple simple. Freelance et indépendant, c'est globalement la même chose. Alors, les gens, des fois, apportent une petite nuance, mais globalement, en général, ça désigne la même chose. C'est tous ceux qui travaillent pour eux-mêmes au sens large, alors que auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, c'est aussi strictement la même chose, mais c'est une sous-partie des freelances, parce que pour le coup, ça désigne un régime particulier. En gros, quand vous êtes freelance, la plupart du temps, vous êtes soit en micro-entreprise ou auto-entreprise, donc c'est strictement la même chose, soit en SASU, soit en EURL, soit en EI. Et donc l'ensemble de ces statuts, on appelle ça être en freelance. Et encore souvent, on l'étend même aux gens effectivement qui sont en CAE ou en portage salarial, parce que même si techniquement c'est pas vraiment travailler tout seul, au final ça revient un peu à ça, quoi. Donc au final très peu de différence entre tout ça, mais gardez quand même en tête que micro-entrepreneur ça désigne un régime, et notamment justement on parlait rapidement de LinkedIn, je vois des gens qui le mettent sur LinkedIn, honnêtement pas trop d'intérêt en fait, on s'en fiche un peu de votre statut. Justement mettez à la limite que vous êtes freelance si c'est important pour vous, mais surtout mettez votre activité, voilà, vidéaste, designer, développeur, c'est plus intéressant que de savoir sous quel régime vous le faites en fait.
très clair. Il reste 1 minute, Flavie, Quentin, Emilien. Il y a la question de Carole que je trouve très à propos. Du coup, si on est en mode, on veut passer à l'action, du coup, si et qu'elle demande comment prospecter efficacement au début, si tout le monde devait repartir là en mode, j'y vais, quoi, du coup, enfin, si on se donne 2-3 étapes, quoi, du coup. Moi, je me fais ma liste de clients que je veux. C'est-à-dire, je me liste 20 boîtes ou 20 personas que je veux. Et je les écris sur un papier ou je les mets sur un Notion, comme ça je les ai dans ma target list. Et après, j'essaie de les contacter par tous les moyens, d'aller les voir en salon, ce que je veux. Mais avoir une liste de personnes que tu vises, ça va t'aider à trouver ton premier client. C'est ça, n'hésitez pas à décrocher le téléphone. Ça peut être effrayant au début, j'ai une formation commerciale, mais on n'aime pas forcément ça, faire du démarchage. Mais voyez ça comme des opportunités qui vont être ouvertes. C'est pas grave si 1 ou 2 portes se ferment. Sur 20 appels, vous aurez sûrement 5, 7, 8 opportunités qui vont s'ouvrir. Donc faites-vous confiance et allez-y. Et sortez de votre zone de confort. Voilà, ce sera mon mot de la fin, au risque d'être lourd, mais c'est vraiment le principal conseil que je peux vous donner. Faites-vous peur, mais sur la durée, c'est ça qui paye et qui va vous permettre de trouver des choses qui marchent. Vous faites encore peur, tous les 3, du coup? Mais j'arrête pas, tout le temps. Moi, surtout en surf. Hein. Et accessoirement, ça évite de s'emmerder au quotidien aussi. C'est clair. Trop cool. Bon, écoutez, merci beaucoup. On est nickel en termes de timing. Top, si vous pouvez bien répondre à l'enquête de satisfaction, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, si c'est bon. Ça nous aide, encore une fois, à améliorer les folies web. L'idée, c'est aussi que vous allez recevoir le récapitulatif de cette table ronde, de celle qui arrive, la page avec les offres des partenaires. Flavie, Emilien, Quentin, merci beaucoup pour votre présence ce matin, votre énergie, vos sourires et puis surtout toute votre compétence, l'expérience que vous avez accepté de mettre sur la table justement, quoi, du coup. Ça donne envie d'en faire encore plus sur d'autres sujets, de creuser certains. Et puis encore une fois, l'idée c'est de passer à l'action. Donc je vous laisse repartager les liens vers vos différentes offres, vos différents moyens de vous contacter, ce qui fait qu'on peut vous retrouver, on peut continuer à vous suivre d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup à tous d'avoir participé, d'avoir posé des questions. Je pense que j'avais rarement vu autant de questions dans l'onglet questions. Vous avez bien respecté en plus globalement. C'était génial d'avoir toute cette diversité, toute cette énergie ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Flavie, Quentin, Emilien, merci encore. Salut. Faites-vous plaisir, amusez-vous bien, bonne journée. Ciao. Ciao.